Et bonjour à tous, mesdames et messieurs de Radio Campus Bordeaux. J'espère que vous allez bien. C'est Louis qui est là pour vous faire passer un bon moment. Alors, comment vous dire que j'ai beaucoup de pression et beaucoup de plaisir à faire cette émission parce que je suis avec un invité qui voilà, est selon moi un de mes youtubeurs préférés. Je ne l'ai pas dit en rotaine, mais voilà, je le dis dès maintenant. Voilà, un créateur de contenu catch, sans doute peut-être le meilleur sur la scène francophone qui est vraiment très 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 important. C'est Sturi qui est avec nous. Comment tu vas? Salut, comment ça va Radio Campus Bordeaux? Radio Campus Bordeaux, voilà, merci à toi d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Vraiment, c'était un grand plaisir de te recevoir. Euh, Ça fait longtemps que tu m'as demandé et c'est vrai que j'ai traîné pour trouver une dispo. oui, mais enfin, dans tous les cas, je sais que tu es Dévoiler très les coulisses. occupé. Autant dévoiler les coulisses. Voilà. Non, juste que je suis très mal organisé. Voilà, je quitte le mythe, tu vois tout de suite. Je suis juste très mal organisé comme beaucoup de youtubeurs. Je dis pas ça pour me détourner, mais youtubeurs, streamers, etc. Généralement, on est assez mal organisé. Mais en tout cas, maintenant, on a réussi enfin à se trouver une date. On a réussi enfin à se mettre ça en place et ça fait très plaisir. Alors pour commencer, juste la toute première question, encore une fois, que je fais avec tous les nouveaux invités que j'ai dans cette émission. Et en plus, c'est ma dernière saison, donc autant te dire que vraiment, tu arrives au moment parfait. C'est de tout simplement ton nom, enfin ton pseudo sur les réseaux, ce que tu fais sur les réseaux et depuis combien de temps tu le fais. Alors, on va parler dans un premier temps de Cessal Catch qui est né en novembre 2014 sur YouTube. Mhm. Qui la chaîne YouTube que j'ai décidé de lancer parce que je m'ennuyais. Alors, je m'ennuyais. Il y a deux trucs. Alors, il faut savoir qu'avant ça, j'ai été de 2007 à 2013 actif sur le circuit du catch français Mhm. à plusieurs rôles. Dans un premier temps en tant qu'arbitre, après j'ai été catcheur, j'ai été promoteur, j'ai parcouru un petit peu l'Europe, je me suis blessé au genou et j'ai pas réussi à me motiver à reprendre. Mhm. Mais à un moment donné, bah, je m'ennuyais et je voyais un petit phénomène qui se crée sur Internet grâce à des youtubeurs que je suivais déjà à l'époque, je suis un petit peu un enfant de YouTube, de ce début de YouTube game là, des années 2010, tout ça, je voyais des gens créatifs T'as des noms? réussir à ouais, les inspirations, c'est un peu les mêmes que tout le monde, hein, ça va être joueur du grenier, Merci. ça va être, voilà. C'est un petit peu tous ces créateurs de contenu, même ceux qui faisaient du let's play tout simplement sur Minecraft ou ce genre Mhm. de jeu-là, vu que j'avais toujours cette passion aussi pour le jeu vidéo qui m'a toujours habité depuis ma tendre enfance. Les créateurs de contenu, en fait, ce qui me fascinait un peu, c'est qu'ils étaient capables de réunir des fois beaucoup de gens, tu vois, à les faire se déplacer pour aller les voir sur des conventions ou sur des événements qui réussissaient à organiser. Et je me suis Mhm. dit, OK, j'ai été dans le catch en France, j'ai organisé des shows et on manque cruellement d'un vecteur de communication pour attirer les gens dans nos salles. Et ce vecteur, c'est Internet. Ce vecteur qui rassemble des communautés pour leur dire, OK, la WWE, c'est bien, mais il y a du catch en France. Mhm. Ça a été une de mes motivations principales pour débuter sur Internet. C'était d'essayer de bâtir une communauté pour leur dire, et vous savez qu'il y a du catch en France et que vous n'êtes pas obligé d'attendre que WWE vienne tous les ans pour vous retrouver à Paris. Vous pouvez pas toujours y aller. Il y a des fois du catch près de chez vous. Et comme j'ai toujours vu le catch, moi, comme une forte expérience sociale, étant donné que avant de devenir arbitre, j'ai été moi-même fan de catch qui se déplaçait un petit peu partout en France, voire en Europe, avec des copains pour aller voir du catch, du circuit indépendant et découvrir des futures pépites du circuit, Mhm. comme en Europe, on a eu Aleister Black, Nigel McGuinness, même Gunther? Drew Galloway, Gunther, bien évidemment. Enfin, Drew Galloway, c'est devenu Drew McIntyre. Oui. Et en fait, c'était cool parce qu'à l'époque, nous, dans les années 2000, on était sur les forums. Et sur les forums, il y avait toujours des gens qui partageaient leurs expériences. Bah là, on a été en Angleterre, on a été à la FWA, on a été chez 1PW, on a vu AJ Styles catcher, on a vu. Et là, je parle d'une époque, on est en 2006-2007, tu vois. Mhm. Même pas 2005-2006. Et en fait, ce truc qui était à l'époque, on avait des skyblogs, on mettait nos expériences en fait de photos sur les skyblogs et c'était assez cool, mais c'est une niche, tu vois. C'est vraiment, on est quelques passionnés. Le phénomène de la génération NT1, il n'existe même pas encore à ce moment-là. Oui, 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 c'était Et, juste avant, ouais. et quand moi je suis dedans dans le phénomène de la génération NT1 et que je suis actif sur le circuit du catch français, il y a un effet de mode où tu vas facilement remplir tes salles à 500 000 personnes. C'est un peu cool. Mais quand l'effet de mode il a commencé à un peu retomber vers les années 2011, 2012, 2013, on a commencé à voir aussi les salles se déremplir petit à petit. Et les communes Internet ne savaient pas fatalement qu'il y avait du catch
peut-être près de chez eux et peut-être même des stars qui allaient venir près de chez elles. Et c'était mon but, en fait, quand je suis arrivé sur Internet, c'est OK, je vais parler de WWE, je vais mettre sur le jeu vidéo, mais quand l'opportunité se présentera, je parlerai déjà de mon parcours de catcheur à l'époque et de ce qui se passe dans le catch FR et de vous dire OK, maintenant, il y a du catch près de chez vous, venez voir. Venez voir et venez aider le circuit. Et ça a été un peu le projet qui a été mené pendant des années. On a été plusieurs à faire valoir ça à fond la caisse et je suis très content de voir aujourd'hui où en est le catch français. Je sais que tu voulais m'amorcer après derrière sur le catch français. Mmh. C'est pour confirmer la page YouTube. Après, j'ai été sur Twitch de manière occasionnelle de 2016 à 2020, mais beaucoup plus régulièrement à partir de 2020 Pas de parce qu'il y avait Covid. une certaine pandémie, voilà, il y a le Covid qui a aidé. Alors moi, j'étais déjà streamer sur YouTube, mais YouTube, pendant le Covid, justement, c'était un peu plus galère de streamer. Il y avait beaucoup de problèmes de connexion et j'avais vraiment envie d'essayer de migrer la partie live vers Twitch. Mmh. Donc, Twitch, la chaîne a commencé vraiment à éclore à partir de 2020, donc Sturi 316 pour le coup. Donc là, c'est mon pseudo, Sturi. Puis après, oui, je suis quoi? Je suis récemment un petit peu plus actif sur TikTok. Voilà. Ah ouais? Oui, c'est vrai que tu Bah sors des ouais. clips de tes lives, c'est ça, non? Là, il y a des clips de live, il y a des petits montages, il y a des petits trucs. Là, sur TikTok, Sturi 316, là aussi. On a passé la barre symbolique des 10 000 followers il n'y a pas Bravo. longtemps. Ouais, il y a la vidéo, il y a une vidéo avec Samuel Etienne qui a fait un peu plus de 200 000 vues, je suis content. On Euh, va parler de ça. Surtout que, oui, bah voilà, c'était pour parler de ma paternité récente. Oui, Euh, pareil, on en donc, parlait aussi. ok, bah on a beaucoup de sujets, dis donc. Bah, c'est un peu le truc, c'est que je me suis dit, lorsque j'ai officiellement su que du coup on allait pouvoir se parler, je me suis dit par où je passe, quelles questions je vais poser. Et sache d'ailleurs, je tiens à te le prévenir, tu ne le sais pas encore, qu'il y a une ou deux questions surprises, voilà, Ok, qui vont arriver au bout d'un moment dans cette interview. Je te dirai pas quand, je te dirai pas ok, qui, à moins que tu le reconnaisses, mais ça arrivera. Voilà. ok. Je t'ai juste prévenir de ça. Alors déjà, oui, effectivement, ce que je voulais, la première question que je voulais te poser, je voulais te parler justement de ton lien du coup avec le catch français et comment tu en parles et tu le promouvois. Je me rappelle pendant le Covid, Yep. directement l'une des premières choses que tu as fait, c'est que tu as proposé ton mail à tout plein de compagnies de catch françaises et francophones aussi, Ouais, pour pouvoir leur permettre éventuellement de diffuser des anciens shows à eux, etc., des vidéos à eux, etc. Et ouais. je me suis dit justement, euh, est-ce que, enfin, tu as eu énormément de réponses? Est-ce que tu as eu beaucoup de choses? Est-ce que comment était accueilli du coup cette proposition de ta part? Alors, on a diffusé WPE, Atlas, Revolt, Mhm, X, BZW, qui mhm, faisaient leur show. Enfin, le, entre guillemets, c'était le Bodyzone Wrestling 3, mais pas l'officiel en fait. C'est celui qu'ils ont tourné vraiment pendant le Covid en huis clos, mais pour montrer un petit peu leurs moyens de prod, mhm. etc. Et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est pas celui où il y avait Nicolas Nelka qui était venu pour présenter la ceinture ou quelque chose comme ça? Ou je me trompe complet? Il y avait Nicolas Nelka, tout à Si, fait. si, je me rappelle de ça, c'était marrant. C'est un peu improbable. Euh, ouais, c'est. En fait, voilà, je suis parti du principe que quand la pandémie est arrivée, le catch s'arrêtait en fait. Il y a que les gros qui ont pu survivre parce que voilà quoi, les moyens, les Voilà. budgets sont pas les mêmes. Mais je suis quelqu'un en fait qui est plutôt proche et assez amoureux de ce qu'on appelle globalement le circuit indépendant, parce que le craft du catch, il se fait principalement dans le circuit indépendant. Il y a énormément d'idées que vous avez vues peut-être germer à droite, à gauche, dans des grosses structures qui ont fatalement été influencées par d'autres choses qui sont arrivées sur des plus petites scènes, on va dire, Oui. qui vont pas toucher autant de personnes. WWE, ça touche des millions de personnes. AEW, ça touche beaucoup de personnes. Le catch indépendant, en fait, à part certaines places fortes, ça touche beaucoup moins de gens, mais il y a tellement de personnages, de choses à découvrir que moi, j'en suis vraiment amoureux. Et puis, bon, voilà, le catch indépendant, ça m'a permis aussi de sociabiliser avec beaucoup de gens, tu vois, comme j'ai grandi dans les années 90. Oui. Euh, à l'époque, quand on est fan de catch, là, on peut l'utiliser, hein, le terme passion confidentielle. Mhm. Euh, on est au début de quelques gamins à jouer à Bret Hart et Yokozuna dans la cour de récré. Mais
tu vois, il y a une lassitude qui arrive vite, en fait, surtout que c'est un programme à l'époque qui est diffusé sur Canal+. Oui. Dans les années 2000, en fait, moi, longtemps, à la fin des années 90, je pense qu'il y a que moi et mon meilleur pote qui regardent du catch. Tu vois, quand il y a le catch qui est diffusé à 7h du matin sur Canal+, c'est ça, samedi matin à 7h du matin, on a l'impression qu'on est que deux à regarder. C'est Ouais. le programme qui est pour nous deux parce que des fois, ils s'en foutent, ils foutent du golf à la place. Mais on se dit pourquoi ils diffusent encore ça, personne n'en parle. Je te dis, au collège, tu parles de catch. Ouais, viteuf, on se rappelle de Hogan et tout parce que c'était un peu la mode des années 90, Mmh. de la jeunesse. Mais, en fait, c'est vraiment à la fois et confidentiel et ringard et tout ce que tu veux. Mais C'est quand quelque chose qui est très vrai aussi pour ma ouais. génération. Ah ouais, mais attends, la nôtre, moi, quand je suis arrivé après sur Internet, que j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes qui regardaient du catch et qui avaient des sacrées cultures catch, notamment parce que comment vous faites pour suivre tout ça, et cetera. Bah, outil magique, Internet. Non, mais comment ça? Il y a d'autres structures de catch, il y a pas que WCW, il y a pas que Et ouais. WWE. Il y a un monde qui s'ouvre, en fait, à ce moment-là. Et ce qui était cool, en fait, c'est qu'au début des années 2000, j'ai eu l'occasion de faire la rencontre de beaucoup de fans très bienveillants parce que ceux qui sont tombés dans les failles un petit peu, bah, nous, on est branché catch japonais, on est branché Joshi Puroresu, on est branché lucha libre. Il y en a certains, c'était des pros hyper cultivés sur toute la période du World of Sport des années 70-80. En fait, ils étaient encore plus isolés, on va dire, que ceux qui regardaient juste WCW, WWE. Donc, ils essayaient de contaminer tout le monde, tu vois, de rendre leur récit passionnant pour te donner envie d'aller suivre aussi ces autres produits-là ou t'y intéresser à l'histoire des Jumbo Tsuruta, des Ouais. Misawa, des Machi, ce genre de choses-là. Et de ce fait, moi qui suis curieux de ouf, à chaque fois de découvrir des noms totalement fous, bah, je tombe dedans, en fait. Et aussi, je joue à un jeu qui m'a ravagé le cerveau aussi à cette époque. Et alors, avant que ça soit EWR, Extreme Warfare Revenge, c'était EWD, Ah Extreme oui. Warfare, qui tournait sur DOS. C'était codé en Turbo Pascal, le truc. Ça tournait sur DOS. Tu peux même pas le faire tourner aujourd'hui sur nos machines récentes. Il y a peut-être Il y certains avait qui écoutent genre cette émission qui connaissent même pas, hein. le jeu tournait, enfin, tu avais un roster à peu près de 300 catcheurs, tu avais 3 structures de catch, WWE, WCW, ECW, et tu faisais un jeu de management, en fait, Mmh. à partir de ça. Après, il y a EWR qui est arrivé en 2004 et TEW bien TEW, après. ouais. Mais ouais, c'est le 2002, pardon, EWR. Mais J'étais pas de né. ce fait, il y a toujours des noms de catcheurs que tu découvres dans ce jeu-là, avec des stats de fou, et tu as juste envie de te dire: «Ouais, c'est qui ces gars?» Genre, bah oui, Misawa, c'est qui? Mmh. Parce qu'il a de fou. Donc en fait, bah, tu as internet, tu recherches, c'est qui Misawa? OK, c'est lui. OK, il y a un autre catcheur, il a des stats de fou, comment il s'appelle? Super Dragon. OK, donc là, tu découvres toute la scène, californienne et ouah, lui, il a une note en charisme de fou, qui c'est? CM Punk. Hop, on est en 2001-2002. Ouais, d'où qu'il vient et cetera. Pourquoi il est aussi bien, noté dans le jeu? Et en fait, la curiosité, elle se fait comme ça de petit à petit, quoi. Avec toujours des copains qui te recommandent d'autres catcheurs à aller découvrir. Et en fait, c'est cette espèce de nouveau monde, en fait, qui s'offre à toi quand tu découvres internet. Et après, quand ouais, il y a la génération NT1 qui démarre vraiment vers 2007-2008, là, je suis déjà embrigadé, je suis dans une école de catch, je suis sur le circuit et je vois que, bah, nous, toutes les galères qu'on a eues pour essayer de se procurer du catch avec nos collections internet minables et nos systèmes de: «Vas-y, il faut qu'on s'échange des cassettes, VHS sous le manteau». Ouah, je vois que la génération NT1, elle a tout à sa portée, quoi. Les diffusions, elles sont en clair, sur la TNT, en prime time. Ajus et Chéreau, ils sont excellents en plus. Tu étais là la Heu, chance. il y a les DVD qui arrivent et tout. Ouais, dans ma tête, ouais, il y a des magazines, il y a des produits dérivés. Moi, je suis là, je vous regarde et je fais: «Waouh, la chance. Waouh, de fou, quoi. Ah, La on a eu du chance de fou». bol, hein. On a Ah, eu mais du ouais, bol. non, il y a eu un bol de fou. Mais bah, c'est pour ça, en fait, il y avait ce truc, ce rapport des médias qui ridiculisait le truc, en fait, qui ridiculisait l'effet de mode. Ça, Mmh, c'est le truc que je reprocherai toujours au traitement médiatique sur le catch à cette époque-là. Ça a fait énormément de mal à la discipline. mais toi, tu as vécu de près ça. Tu as vécu de Je l'ai près, tu en as vécu en parlé. étant plus dans je l'ai vécu en plus en étant dans les salles et quand je parle de traitement médiatique, bah, en fait, j'ai été, carrément au cœur de ce truc médiatique. Mmh mh. Comme j'étais dans une structure de catch en 2007 qui se produisait à quand même beaucoup d'endroits en France, les médias, ils avaient pas toujours accès à la WWE, mais ils avaient bien conscience qu'il y avait un phénomène catch en France. Donc, bah, en fait, TF1, France 2, France 3, Canal+, bah, toutes les chaînes de télé sont venues faire des docus sur le milieu du catch français. Ouais. Voilà.
Et ils sont pas venus en mode bienveillance, tu vois. Bah, ils sont mis un peu les mains dans les poches et ils ont pas forcément traité le catch avec beaucoup de respect, quoi. Ils sont tous venus avec une espèce de scoop là à voir, qui en est pas un. Mmh. C'est alors que le catch c'est faux, quoi. Ouais. Et alors, tu sais, ils découvrent des trucs, ils jouent un petit peu la carte de l'investigation. Ouais, on a découvert qu'ils sont en train de répéter leur match dans les cuisines. Ouais, ouais, Et d'accord, voilà. ouais, ouais, je vois, ouais. Et de ce fait, tu vois, tu as le reportage avec la musique, etc., sur M6. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens qui regardent ça à la télévision? Alors, les parents, les plus vieux, etc., parce que les enfants, eux, ils sont fans de catch, ils veulent faire Baptiste Dabombe, tout ça. Bah, ils sont un peu corrompus par les plus vieux. Et de ce fait, dans les cours de récré, ça devient ah bah t'es fan de catch, c'est ringard, etc. Parce que c'est faux, parce que c'est machin, parce que bah, les médias à ce moment-là, ils sont en train de démystifier totalement le truc. Et moi, inconsciemment, puisque je suis dans le circuit du catch FR à ce moment-là, bah, je vois tous nos promoteurs de l'époque bah, qui participent à ça juste parce qu'ils se disent ouais mais on passe à la télé quoi. Ah oui, d'accord, Donc, en fait, c'est pour faire du pour avoir des vues, pour que des gens viennent, mais c'est même pas forcément pour protéger le truc, quoi. loin de moi de vouloir cracher dans la soupe de cette époque 2007 à 2013, mais elle a Non, mais c'est pas bâti important. grand-chose. Elle a pas bâti grand-chose pour la génération actuelle. Mmh. Non, c'est important. Elle a pas aidé. Elle avait vraiment les clés parce que là, le public était là. En fait, on pouvait avoir et les fans de catch et la foule locale. On avait les clés pour bâtir quelque chose de grand et toutes les initiatives, en fait, elles ont été interrompues. C'est simple, hein. Toutes les structures de cette époque-là, il y a l'APC qui est encore vivante. Ouais, Et voilà. et c'est tout. Ouais, en fait, le final, ça s'arrête très vite, hein. Et FRPW, mais encore FRPW, ils se sont créés. À la base, c'était EWL. Mmh. Et c'est des gens de FRPW qui sont partis vers EWL. Comme ça, je salue un petit peu le catch du côté de Bordeaux. Oui. Ouais, ouais. Bah, c'est typiquement là que j'ai rencontré Norbert en vrai pour la première fois. Norbert Feuillant. Et après, attention, hein, il y a d'autres structures, bien sûr, Oui, qui oui. sont encore là, encore existantes aujourd'hui. Mais toutes les structures dont on parle le plus aujourd'hui en France, donc hormis l'APC, c'est des structures qui se sont créées récemment, en fait. Quand tu prends Rix Catch, Chaos. BZW, KO, là, KO, ça a juste 1 an, t'imagines? Mmh. Attack. Alors, CACC, c'est vieux. CACC, c'est un ancien club, c'est un très vieux club qui est du côté de Douai, dans le nord de la France. Mais c'est un club en fait qui s'est transmis un peu de génération en génération. Et là, la personne qui a la tête de ça aujourd'hui, elle a quand même changé tout le prisme de la structure en essayant de s'ouvrir justement à un circuit un peu plus international, à un circuit français plus large. Et ils ont totalement cassé la dynamique des shows de foire de l'époque, on va dire. Ouais. Mais est-ce que du coup tu trouves que c'est la bonne chose à faire, justement, de plus s'ouvrir à l'international et d'essayer de proposer un produit, on va dire mainstream? Je sais pas si c'est le bon terme, mais Ça dépend de ton but en fait. Quand tu es une structure de catch en France, je pense que le but de n'importe quelle structure de catch, c'est d'être rentable. mmh, C'est de pouvoir générer du profit, c'est de pouvoir générer de l'argent pour pouvoir organiser sereinement, on va dire, le prochain show, faire travailler tout le monde dans de bonnes conditions. Ça reste le business du catch reste avant toute chose un business. Le but, c'est de faire de l'argent. oui, Maintenant, beaucoup de promoteurs de catch en France ont conscience totalement qu'ils cherchent pas à s'enrichir par ce qu'ils font. Ils cherchent juste à proposer un beau spectacle au public, mmh, à se sacrifier pour donner vraiment quelque chose de très très cool aux gens. Leur idée, c'est OK, si on est à l'équilibre à la fin, qu'on n'est pas rentable, mais on est à l'équilibre, on n'a pas perdu d'argent, bah, tout ce que j'ai sacrifié, vu le spectacle qu'on a donné derrière, c'est incroyable. Là, le problème de ça aujourd'hui, c'est que c'est le côté éphémère des choses parce qu'on est dans on parle souvent de la culture de l'instant, ce genre de choses-là. Il peut y avoir un show incroyable qui a lieu, on va dire le 11 février. Bah, le 18 février, il y a un autre show encore plus incroyable qui aura lieu à un autre endroit de la France, bah, ouais, celui du 11 février. On parlera plus, on parlera de celui du 18. Tu vois, donc tout est assez éphémère. Après, c'est quelle plateforme aussi tu veux donner aux talents qui viennent chez toi? Parce que regarde, l'APC, pour eux, c'est très, très cool. Ils ont formé un petit qui s'appelait Aigle Blanc, qui a rabâché pendant 10 ans sur les rings d'Europe, mmh, voire du monde. Aujourd'hui, il est signé à la WWE. L'APC, ils ont une école de catch. Bah voilà, maintenant on se dit, bah, le rêve, il est possible en fait. Il y a un petit, il est arrivé là-bas il y a 10 ans. Aujourd'hui, il a signé dans la plus grosse compagnie au monde. Ça va être son taf à plein temps. mmh, Si j'ai envie de devenir catcheur, je vais aller prendre des cours à l'APC et suivre ses traces, suivre son parcours. Donc, c'est une bonne communication pour eux, en fait. ouais. C'est très bon pour eux. Donc, Puis il sur faut que tu donnes aussi cette bonne plateforme aux, aux talents qui viennent travailler chez toi. ouais.
Et pour avoir cette bonne plateforme, il faut justement qu'ils puissent rayonner. Et comment on les fait rayonner? Soit on arrive à trouver les bons ingrédients pour que ça puisse buzzer et prendre sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, internet est indispensable au développement du catch local. Heu et pour donner envie justement aux gens d'aller s'y intéresser, par moment, en effet, il faut aller chercher des noms du circuit international, des gens d'expérience, des gens de prestige, qui ont eu du buzz à la télévision ou du buzz à d'autres endroits. Et au début, on n'avait peut-être pas les reins assez solides dans le catch FR en termes de finances pour pouvoir le faire régulièrement. Aujourd'hui, les structures commencent à le faire beaucoup plus régulièrement. On Mmh. est capable, pour certains noms les plus prestigieux du catch international qui viennent, il y a des structures qui sont capables de débourser des sommes à 5 chiffres pour pouvoir, avoir une tête d'affiche, on va dire. Ouais, et puis surtout, je pense aussi qu'il y a maintenant plus ou moins une relation de confiance qui s'est construite entre justement ces catcheurs-là et le système français. C'est-à-dire que maintenant qu'on a vu que voilà, la France, c'est vraiment un endroit où ils peuvent, où ça peuvent catcher, ça peut être super. Peut-être qu'aussi ça les motive à revenir du fait qu'ils ont des échos, des catcheurs qui sont passés par là, qui disent: «Mais la France, c'est trop bien». Ouais, beaucoup plus qu'à une époque. Mmh. À l'époque où, on organisait des choses là au début des années 2010, c'était dur d'avoir la confiance des catcheurs étrangers. En tout cas, les catcheurs de prestige. Soit en fait, il y a eu beaucoup de mauvaises histoires. Et on a eu, je vais pas nommer le catcheur en question, Ouh parce là! que j'ai pas envie que Oui. vous fassiez des après c'est une histoire qui est documentée, hein, elle se trouve sur internet, le nom si vous allez fouiller, vous allez le trouver. Il y a une structure de catch qui organisait un show à Épinal en 2015, qui voulait faire venir un nom très, très important, il me semble que c'est 2015, un nom très, très important, un ancien nom de WWE très, très important. Le catcheur en question avait fait une vidéo sur internet pour confirmer sa présence ce jour-là. Mmh. Mais plus les négociations avançaient pour le faire venir le jour J, le mec, donc c'est la structure qui a publié ça et des justificatifs avec ça, a demandé une upgrade sur son ticket pour, son billet d'avion. Upgrade qui lui a été accepté dans un premier temps. Puis il a demandé à voyager aussi avec sa famille. Puis en fait, à chaque fois, il a rajouté des trucs. Ah ouais, d'accord, OK, d'accord. Jusqu'à ce que en face, il puisse plus, voilà, tout lui payer et qu'ils annulent sa présence tout simplement et que lui aussi annule sa présence. Donc ça paraît un peu crade comme ça, mais parce qu'en fait, quelle réputation a la structure qui a. Alors attention, je cherche pas à défendre le catcheur américain en question, parce que, c'est pas cool en fait, Non. ce genre de pratique. Mais si on était une promotion, tu vois, enfin si c'était une promotion de catch avec, tiens, un rayonnement, on va dire, il y a des relations de confiance qui se font beaucoup plus facilement parce que, en fait, poser un lapin à une structure petite qui aura pas une portée pour faire du gros bruit derrière, pour se dire: «Ce gars-là, il est pas fiable, ne travaillez pas avec», voilà, en fait, c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça, c'est moche. Voilà. Si ce coup-là, il l'avait fait à une grosse structure, européenne, genre, je sais pas, WXW ou Rev Pro, on en aurait entendu parler, Oui, un peu plus. clairement. Donc ouais, mais ça, il faut gagner en quelque sorte en prestige, en notoriété pour pas se faire avoir, en fait. Et c'est Et c'est là que en le travail négociation paye, avec quoi. c'est là que le travail paye parce qu'aujourd'hui, oui, on a eu là, sur l'année 2025, on a eu, Bishop Dyer qui était anciennement Baron Corbin, Mmh. Andrade El Idolo qui est venu là en tout début d'année 2026, Mustafa Ali. Mustafa Ali, Dolph Ziggler, Mmh mh. Nick Nemeth aujourd'hui. Et la liste est longue, hein, la liste est vraiment très longue. Mais c'est impressionnant. Penta est venu juste avant de signer à la WWE. Oui, c'est vrai. J'ai des anciens noms, des noms comme, ouais, des noms prestigieux du Japon. Il y a Minoru Suzuki là qui revient le 14 mars à Dreux. Ça, c'est génial. Heu, il y a Mercedes Moné qui vient le 14 mars également. Enfin, Ouais. ça n'était pas vraiment envisageable encore il y a quelques années. Mais là, aujourd'hui, ouais, la France, c'est attractif et le catch en France, c'est hot comme Jaja, quoi. Il y a un phénomène là récent sur les réseaux sociaux, Ricky Sosa. c'est, l'entrée de Ricky Sosa, Bang Bang Sosa Sosa. Les anglophones, ils en sont, fous, tu vois? C'est, Mmh mh. devenu l'entrée la plus cool d'internet alors que bon, même Sosa, tu vois, s'attendait pas à un tel truc, un tel rebondissement, mais tant mieux qu'il prenne son buzz, c'est un excellent catcheur. C'est ça. Mais, tant mieux pour nous, en fait. Mmh. Tant mieux, la France est devenue une place cool, en fait, pour le catch et c'est aussi porté par, ouais, cette espèce d'effervescence qu'il y avait dans nos salles de catch, parce que le public a toujours été fou et la force aussi qui a été insufflée par, ces fans de catch
qui venaient dans les salles de catch en France, dans des trucs un petit peu plus intimistes, tu vois, des salles de 500, 1000 personnes, pas plus. Ouais. Bah, quand ils se sont retrouvés la première fois à Backlash à Lyon en 2024, bah voilà quoi, Personne n'était prêt, ouais. ils ont entraîné tout le monde dans leur délire. Mmh. Les chants, c'était méchant, c'est pas gentil, etc. C'est des chants vraiment typiques du catch indépendant en France. Mmh. Oui, pour nous, c'est normal, mais pour le monde entier qui connaît pas, ils ont dû être sur le cul, je pense. C'était une folie. Mmh. C'était trop cool. Non, puis pour AJ Voilà. Styles, pour Oui, Baron voilà. Corbin, aussi avant, c'était n'importe quoi. Ouais, ce genre de petit phénomène-là, ça a joué, quoi. Donc, certains disent que j'ai un peu ma responsabilité dedans. Baron Corbin et Jey Uso, oui. Bon, ok, bon, c'est vrai que en fait, comme je l'ai dit à plein d'endroits, ce truc-là, je fais, ok, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Euh, c'est à la fois cool et à la fois, ça me gêne un peu, mais je me dis, ça a peut-être permis à ce que WWE se dise, ok, la France, c'est pas banal. Ouais. Ok, la France, il y a cette atmosphère sauvage. Pour que Baron Corbin se fasse huer et que tout le monde n'en ait rien à foutre depuis des années dans nos salles, que d'un coup d'un seul, en France, c'est une top star, on comprend pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient. Je sais ce que c'est parce que j'ai été catcheur. Mmh. Et j'ai vu beaucoup de comportements aussi de catcheurs à plein d'endroits en se disant, ouais, ce mec-là, il est jamais over, etc. D'un coup, il a une pop, on comprend pas le phénomène. Vu ce que Baron Corbin m'a expliqué personnellement derrière, vu ce que d'autres personnes présentes backstage ont raconté de ce soir-là, Mmh. ouais, il s'est passé un truc. Il s'est Le passé jour quelque où chose. Baron Corbin il a été acclamé et over comme Jaja pour aucune raison, dans les coulisses de la WWE, ça a beaucoup fait parler. Est-ce que ça a fait bouger les choses au point même de se dire, OK, Friends, PLE, on y va? Je sais pas. Mais c'est pas resté anodin. Moi, la question que je me pose par rapport à Baron Corbin, c'est est-ce que tu penses que derrière, il aurait gagné le Dusty Rhodes Statine Classic et serait devenu champion par équipe avec Braun Breaker s'il n'y avait pas eu ça? Est-ce que tu penses que la trajectoire de la fin de carrière à WWE de Baron Corbin a été modifiée liée à ça? C'est beaucoup trop spéculatif. Je suis C'est content vrai que pour lui spéculatif. parce qu'en fait, il a, comment dire, Baron Corbin, c'est un pur produit WWE, Oui. mais c'est un catcheur, en fait, enfin, qui va pas réussir à, enfin, comment dire, qui a été utilisé de manière à vraiment être un aimant à hit Mmh. et toujours de la bonne hit, tu vois, vraiment, on veut tout faire pour que vous le détestiez, il va tout faire pour que vous le détestiez, c'est son job et lui, il accepte totalement les règles du jeu. Et malgré qu'il ait 2-3 moves assez cool dans le moveset, il a toujours été un peu portrayé comme ce catcheur que tu veux rejeter, Ouais. systématiquement. Et vraiment le yes man parce que, on lui a fait faire quand même Bah, Happy toutes les Corbin, putain. voilà, on lui a fait faire quand même, tous les pires jobs possibles, pour, bah, ouais, un peu se ridiculiser et cetera. Enfin, il avait vraiment ce bagou pour rester, tu vois, un personnage à l'écran et incarner des trucs qui, voilà, pouvaient par moments prêter à sourire ou tu vois? C'était un peu awkward, tu vois? C'était un peu Ouais, ouais, gênant. gênant, ouais, c'est le bon terme. Il était bon pour générer un peu ce malaise et son dernier run après, bah, l'ovation qu'il a eue, alors qu'il était vraiment dans les limbes du booking de la télévision, le fait qu'il a été repackagé et renvoyé du côté de NXT, ça a été cool parce qu'en fait, il a aidé en fait une nouvelle génération à s'installer et c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre au crédit de Triple H et de Shawn Michaels dans cette gestion-là, quelque chose pour les gens qui suivaient NXT, qu'on réclamait depuis longtemps, c'est qu'il y ait plus de passerelles pour les gens dont vous ne savez pas quoi foutre dans le main roster, à Ouais, des Raw, à vétérans SmackDown, qui fassent des piges là-bas, ouais. envoyez-les à NXT pour qu'ils aident la nouvelle garde à s'installer. Ce qu'ils avaient fait avec Ziggler et Braun Breaker, c'était cool. Mmh. Là, ils ont envoyé Corbin, ce qu'il a fait pour Ilya Dragunov, c'était trop bien. Oui. Vraiment, en fait, et ça nous permettait en fait de voir un Baron Corbin pas limité. Et voilà, c'est un peu un reflet de, tu sais, tous les catcheurs à la WWE, ils sont capables de sortir des matchs. Ah oui, ils peuvent tous Je sortir des suis bangers. convaincu. Ils peuvent tous sortir des bangers, des matchs 5 étoiles, etc. C'est juste qu'on leur demande pas de le faire parce qu'ils ont des contraintes horaires, il y a des contraintes de scénario, il y a des contraintes à plein d'endroits. Et sur un point de vue business plan, marketing, etc., ils vont préférer que Jey Uso, qui vend plus de merch, soit Oui. le catcheur en avant plutôt qu'Ilya Dragunov, qui, tout le monde le sait, est meilleur que lui in ring à plein d'endroits. Tout ça, c'est très stratégique dans l'idée de promouvoir le produit. Mais ils sont tous capables de faire des très chouettes matchs et de faire des bons trucs. Baron Corbin, en fait, on n'a jamais eu l'occasion de le voir dans des
très, très gros affrontements où on le voit vraiment, tu vois, se donner à fond la caisse et de proposer quelque chose de différent. Quand il a été à NXT, bah ouais, en Et fait, plus il s'est ciblé, lâché. ouais. Mmh. Il s'est lâché, il commence à faire des dives au-dessus des cordes et tout. On fait: «Waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Il Enfin, sait faire tu vois, ça? c'est Tu sais, il y a vraiment le truc genre, il ouais, sait faire ça. ouais, bah, c'est très cool Ouais. Waouh. et même s'il a été relâché au final, qu'il a fait, son année là-bas et il a été transmis, main roster, mais bon, après ils lui ont arrêté son contrat un petit peu avant ses 40 ans. C'est un gars qui a été très malin parce qu'il a lancé des business à côté, il a son truc de cuisine, il a, son magasin de café, heu et en fait, quand tu as passé 11 ans à la WWE, je pense que tu as sécurisé ton avenir, tu as gagné suffisamment d'argent quand tu es sur la route, Ah oui, tu le peux te mettre salaire à la retraite, vraiment ouais. très bien et au lieu de s'arrêter, au lieu de dire: «OK, le catch, j'arrête, c'est terminé, et puis je m'occupe de mes nouveaux business tranquillement», bah, en fait, il a continué d'aller un petit peu sur le circuit indépendant, de crafter son art, de faire du JJB, d'aller au Bloodsport, bah, là, il a son run, de champion par équipe chez MLW. Il est venu en France, en fait. Mmh mh. Il est venu en France parce que, bah, c'était un peu logique de revenir en France après ce qu'il avait vécu là et en fait, on a découvert juste que c'était un mec qui aimait vraiment le catch. Combien de catcheurs ont été virés de WWE? On les a jamais revus dans le milieu, genre, tu sais, le partenaire d'Otis, là, Tucker. Ouais, Tucker. Il y a Mandy Et Rose aussi. Mandy Rose, elle est partie faire d'autres trucs, elle avait d'autres activités. Mais en fait, tu as plein de gens qui quittent WWE du jour au lendemain et bah, le catch, ils en ont plus rien à foutre, ils ont mis de l'argent de côté. Mmh. Même si tu étais pas une grosse star, mais que tu as été sur la route, enfin, quand je dis sur la route, tu étais main roster, tu gagnes quasiment 5 fois, voire 10 fois plus que les catcheurs de NXT. Ouais. Ça va. Est-ce qu'ils ont besoin, en fait, de continuer de faire du catch? Si on a l'argent, si on peut investir dans des trucs et faire notre business sans se mettre la santé en danger et sans bah, ils vont faire autre chose, bien sûr. Bah, oui, évidemment. Puis tu normalement, quand tu as tourné effectivement dans le main roster, enfin, pratiquement ta retraite, si tu fais pas trop n'importe quoi avec tes sous, ça te fait, quoi. Bah, logiquement, oui, quoi. On est sur des salaires à plusieurs centaines de milliers de dollars annuels. Franchement, C'est ouais, c'est cool. Ça normalement, c'est bon. Ouais, normalement, ça ça va. On sait se démerder. franchement, ouais, non, c'est sûr qu'effectivement, je voulais faire un peu le parallèle avec un peu ce côté, entre guillemets, populaire qu'a la France en ce moment, parce que c'est vrai qu'effectivement, pendant des années, c'est vrai que effectivement, lorsque NT1 s'était terminé, moi, je me suis retrouvé, en tant que moi, fan de catch, je me suis retrouvé très seul. J'ai un peu cette Oui, impression de me retrouver très seul. Et c'est après ouais, que j'ai découvert ta chaîne. Et c'est même d'ailleurs parce que je voulais plus être très seul que j'ai mis mon meilleur pote dedans. J'ai fait découvrir mon meilleur pote le catch, etc. Alors j'ai pas été malin, j'ai fait démarrer avec Gargano Call de Takeover, mais c'est comme ça que moi je me suis dit bah je vais faire découvrir à des gens le catch, ça prend pas, mais j'ai plus envie d'être tout seul, tu vois. ouais Et et c'est c'est tu vois, en fait, c'est un truc que j'ai découvert, moi, grâce à ce que je faisais sur internet à partir de 2014. En fait, comme j'ai toujours été connecté à des commu catch via les forums à l'époque, puis les réseaux sociaux qui se sont développés, j'ai jamais eu le sentiment d'être seul. Hmm. Mais de fait, j'avais des habitudes. Moi, ça fait très longtemps que le catch, je le suis plus à la télévision. Christophe Ajus et Philippe Chéreau, je les ai découverts parce que ma tante captait RTL9 et qu'elle m'enregistrait la WCW. C'est là que j'ai découvert Ajus et Chéreau. D'ailleurs, c'était super cool à l'époque parce que c'était les premiers commentateurs français de culture française, en Oui, fait. oui, 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 c'est ça. Pas À la francophone, français. différence de voilà, à la différence de et sans leur enlever rien du tout, bien sûr, hein, de Marc Blondin, Michel Le Tourneur qui faisait WCW, qui était québécois, Hmm. Philippe Anne et Raymond Rougeau qui étaient québécois. Enfin, ils étaient tous québécois, en fait. Et tu connectes pas de la même manière. Ajus et Chiro, il y avait Ajus en plus de ça qui était vraiment un enfant d'internet, un jeune gamin d'internet parce que il faisait une newsletter à l'époque Ah ouais. sur internet, la fameuse newsletter de Christophe Ajus. Et en fait, on a vu en fait quelqu'un de notre génération des années 80-90 avoir cette opportunité de devenir commentateur à la télévision. Il a déjà raconté son histoire, il a 19 ans. En fait, c'est un peu fascinant pour nous de se dire: «Waouh, waouh, on peut faire ça, quoi». Ouais, Et c'est il arrivait possible. avec une vraie culture. Il arrivait et il commentait la WCW et ça l'empêchait pas des fois de balancer des refs, à la ECW, au Japon, ce genre de trucs-là. Shero, c'était un consultant, il connaissait pas trop le catch et il essayait juste de répondre, tu vois, à juste,
pour créer un dynamisme entre les deux. Mmh. Ils se sont trouvés des délires communs, ils faisaient des refs aux inconnus, ce genre de choses-là. Et en fait, c'était hyper plaisant de les entendre commenter ça, parce que le produit, en plus, WCW, il faut voir ce qui se fallait. Hein. C'est la WCW 2000. Ah, il y avait C'est, Thunder et tout, c'était moche. on est dans l'ère de Vince Russo, etc. C'est une catastrophe Ouais, ce qu'on regarde. c'est chaud. Pas bien. Hein. Il y a juste 2-3 trucs avec les Cruiserweight qui sont un peu cool, mais ils sont tellement drôles, ils arrivent à rendre le truc un peu fascinant. Je fais OK, let's go. Je suis trop content de les découvrir. Alors, quand ça s'est arrêté, WCW, moi, j'étais triste pour eux de perdre ce duo-là. Puis Canal+ a arrêté de diffuser en 2002, la WWF. Mmh. C'est quelques mois plus tard que la WWF revient sur RTL9 avec le duo Ajus Chéreau. Et à partir de là, c'est RTL9 pendant longtemps, ça bascule NT1. Ouais, ça doit être vers 2007 par là. Ouais, Ça un truc bascule. comme ça, un truc comme ça. Et mais nous, on regarde plus déjà à ce moment-là. Ça va, les ADSL, Internet, ça tourne bien. Comme il y avait du décalage entre les diffusions en France et aux États-Unis, nous, on se calait pour pas se faire spoil, on se calait Oui, vraiment oui. sur les réseaux des États-Unis. Donc à l'époque, moi, je me souviens que je téléchargeais des shows. On avait des systèmes de peer-to-peer ou tu sais, des À serveurs l'ancienne. à l'ancienne, où on arrivait à regarder les shows, mais genre, qualité, c'est même pas du 144p. Hein. Il y a du C'est du pixel de pixel, partout. ouais, ouais. On arrivait à regarder Raw et SmackDown en J+1 sur des dossiers, sur des fichiers qui pesaient 80 MO. T'imagines le bordel? Ah, c'est Donc, chaud. on avait le son, les images, elles étaient catastrophiques. Mais Raw et SmackDown, je les regardais, le format de lecture du truc, c'était du point RAM. Ça se dans un truc qui s'appelait, je sais même plus comment s'appelait le lecteur. Mais pour compresser le truc de ouf pour que ça tienne, il y avait des gens qui étaient déter et qui mettaient ça parce qu'à l'époque, bah ouais, nos connexions internet, c'est du 56K, tu vois. Ouais, ouais. 80 MO, on mettait 2 heures pour le télécharger. Putain, c'est vraiment le Mais on avait, système D, quoi, mais tu on avait- obligé. mais de ce fait, on avait 4-5 semaines d'avance sur les diffusions françaises. Oui. Oui, parce que je crois que le Et deal, c'était qu'ils devaient attendre un mois ou quelque chose comme ça? C'était pas ça? il y a même pas, ouais, s'il y avait des contraintes de diffusion, mais ouais, les fans sur Internet, on avait déjà des réflexes. Et puis à côté, oui, il y avait le peer-to-peer, bien sûr, il y avait les Imules, les Casas. Donc en fait, on a toujours regardé un peu cette commu-là, on a toujours regardé un peu le cash de manière illégale. Mmh. Beh, même Donc, là, avant qu'il arrive sur Netflix en France, pour ceux qui avaient ouais, pas le network, pareil, fallait improviser, hein. et ça, oui, ceux qui avaient pas, ben oui, bien sûr, mais c'est quand même super accessible, quoi. Oui. Oui, Ça oui. reste quand même super accessible, c'est pas compliqué de regarder le catch illégalement. Oui, bien sûr. Euh, Même si j'en ferai pas la promotion parce que bon, les sites qui publient ce genre de choses-là, bon, bah, ça met des pubs partout, t'as toujours peur du hameçonnage, etc. Et Et puis la tronche c'est des toujours chats, parfois, difficile. ça fait peur. Les tronches des chats, elles font un petit peu peur, mais allez, il y a encore d'autres trucs, on va dire, il y a des trucs plus clean. Oui. Il y a des Google Drive, après, pour ceux qui savent, il y a des choses qui sont plus posées, on va dire. On a dit qu'on n'en ferait pas la promo, mais c'est vrai, Non. effectivement. Mais là, aujourd'hui, tu vois, ma situation me le permet. Bien sûr. Je paye beaucoup d'abonnements pour regarder du catch. J'en paye beaucoup. Ah, Mais je tu paierais pas autant de contenu catch aujourd'hui si à l'époque, j'avais pas eu la possibilité d'en regarder autant de manière illégale. bien sûr. Tu vois ce que Oui, je veux oui. dire? Bah, voilà, C'était la un peu Ring ta of Honor. victoire, quoi. Bah, en fait, c'est quelque part, je me dis, si aujourd'hui, peut-être quelqu'un découvre des trucs de manière illégale, ils auront peut-être moins de mal à se dire, OK, tu vois, je prends un abonnement à Patreon pour regarder, j'en sais rien, Mystery Wrestling Oui, oui, Canada. bien Je leur sûr. file 8 balles par mois parce que ben, c'est ça que je veux aller voir, etc. Mais si en plus un produit comme ça, tu vas pas lui donner 8 balles sans t'être fait une culture et pour te faire cette culture-là du catch indépendant global, Bien sûr. bah, tu es obligé de passer sur des systèmes un peu illégaux. Mais même les structures le comprennent, hein, parce que aujourd'hui, il y a tellement de contenu, il y a disponibilité gratuitement sur YouTube que voilà, quoi, il y a plus d'excuses en fait. C'est ça. Puis mine de rien, ça leur fait de la pub aussi, hein, quelque part, hein. Vraiment. Et bah oui, bien sûr. Mais toi, en vrai, si jamais tu pouvais donner une fourchette de l'argent que tu payes pour pouvoir regarder du catch en 2026, ce sera à peu près On est, combien? on est pas loin de 100 euros par mois. 100 € par mois? Ouais. Ouais, mais après, c'est aussi un peu, ça fait partie de mon job. Bien sûr. Mais Je l'avais dit il y a pas longtemps, ouais, sur Twitch, et je suis à peu près une centaine d'euros par mois. centaines d'euros, t'as New Japan World, Netflix, Wrestle Universe, Universe.
Pro. Alors, j'ai Rev Pro encore, ouais, j'ai Rev Pro. J'ai Mystery Wrestling. Mmh. J'ai iSpot Network, je l'ai plus, mais j'ai toujours Independent Wrestling TV. Ouais. J'ai WXW Now. Ça, Ouais. voilà. Je suis le catch allemand. Voilà. Puis plus toutes les archives qu'il y a là-bas, c'est toujours quelque chose que je suivrai. Mmh. J'ai le BZW+, pour la France, qui est la seule structure qui fait ces trucs sur une plateforme payante, mais c'est pas cher, c'est 20 balles par an. Ça va, Donc vraiment, c'est 20 balles par an, ça va. 20 balles par an pour en plus de ça avoir les shows en direct, Ouais. avoir accès au VOD et toutes leurs archives. Commence vraiment à y avoir des très belles archives. Ah oui, Donc c'est cool. Bah oui, vu les noms prestigieux qui y passent et qui vont continuer d'y passer parce que pareil, et qui vont probablement continuer d'y passer. Je réfléchis, mais ouais, non, c'est à peu près tout. J'ai encore le WW Network. ah, tu le gardes quand même? Ouais, ouais, avec un VPN en Allemagne, Oui. je continue de en fait, Parce je qu'il y a fais encore les voilà, archives qui ont pas migré sur Netflix, je suppose? il y a beaucoup d'archives qui migreront jamais, genre la Ouais. FCW, ça va devenir un Lost Media, hein. C'est moche. Bah, ouais, de ce fait, bon, bah, voilà, on trouve des petites parades pour pouvoir essayer de sauver un petit peu tout le contenu, de se les mettre sur le de côté sur les disques durs. Quand tu es un peu, je vais pas dire je suis pas collectionneur, mais quand le network est apparu et qu'on avait une possibilité de pouvoir avoir accès aux archives, même s'il y a des trucs que je sais je regarderai jamais de ma vie, me dire qu'à tout moment je peux y avoir accès, il y a un côté un peu rassurant. Ouais, Je pense que je c'est un vois. truc qui est très, tu sais, qui est très dans les codes modernes des gens qui consomment des trucs sur les plateformes de streaming. Et les plateformes de streaming le comprennent bien parce que quand il y a un contenu qui est voué à disparaître, genre, oh là, ce film disparaîtra dans 4 jours. Oui, Là, tu es là dans tu dis: «Oh là, il faut impérativement que je le voie, sinon je pourrai plus jamais le ouais, voir» c'est ça, c'est vrai et et puis aussi question et de sauvegarde de l'histoire aussi. ouais, je pense que c'est aussi important. La WCW, elle est en train de migrer, mais ils mettent les épisodes un peu n'importe comment sur, YouTube. Mmh. ECW, c'est apparemment pas au programme et ouais, tous les Raw et les SmackDown qui disparaissent, quoi. Je crois que c'est avant 2021, je crois, sur Netflix, il me semble. C'est ça? Ouah, sur Netflix, tout ce qu'il y a avant 2021, c'est très aléatoire, en fait. Il y a genre 5-6 épisodes en 99, Ah 12 oui, d'accord, épisodes OK, en ouais, 17. OK Après, je trouve que de 2002 à 2021, c'est vraiment la zone grise, quoi. Il y a rien. et pourtant, i on Rien. sait qu'il y a eu des sacrés épisodes, hein. Vraiment, Ah c'est ouais. n'importe quoi. Enfin bon, après on n'est pas là pour critiquer ça. Mais ouais, non, moi aussi une question que je voulais te poser. Tu as mentionné le nom d'Elio Lefleur, notre très cher Aigle Blanc qui a migré du côté de NXT, sans jeu de mots, et qui en plus, c'est comme assez dingue de se dire que Elio Lefleur, en 4-5 matchs, il a déjà 2 matchs de championnat. Il y en a un qui va pas tarder à arriver, à l'heure où on enregistre, et un autre qui est littéralement ses débuts. Euh, Est-ce que pour toi c'est un step-up en plus dans un peu cette espèce de remise en place du catch français sur l'échiquier mondial? Et est-ce que tu penses qu'il y a d'autres noms, par exemple peut-être un Kuro, un Ricky Sosa avec la hype qu'il a, qui pourrait arriver très vite sur d'autres compagnies, peut-être autres que la W, Ring of Honor, TNA? Bah, je vais pas te mentir, hein, je leur souhaite à tous, hein. Oui, bah, bien sûr, bien Tous les évidemment. gens tous les gens que je côtoie ou tous les gens que je vois, parce que je les côtoie pas tous, mais tous ceux que je vois galérer, depuis des années dans le circuit indépendant, parce que il faut bien le savoir, hein, être catcheur dans le circuit indépendant, même s'il y a un petit cachet à la fin, même si tu vends un peu de merchandising, c'est une expérience où tu sacrifies tellement de choses de ta vie perso, ta vie pro, tes week-ends, Ta tes santé. amis, ta santé. Heu, il y a une notion de sacrifice que je vois de plus en plus forte et quand tu vois que sur toutes ces années, le nombre de catcheurs français qui se sont développés, qui sont compétents, il y en a qu'un seul là pour l'instant qui est signé. Oui, Il y en a qu'un seul qui se dit: «OK, je me fais un salaire, c'est ma fiche de paye, c'est le catch». Pour tous les autres, vu l'investissement, les sacrifices, tu sais, ne serait-ce que le prix des tenues quand tu te fais une tenue. c'est cher, Chez hein. On a des très bonnes couturières, vous avez Maudino Oui, là, son Baudino, nom oui, de exactement, ouais. Pour Mercedes Moné notamment. Mercedes Moné, mais elle habille aussi beaucoup de gens du circuit FR. Oui. Mais après, je respecte totalement, ses prix, mais en fait, c'est pas en faisant un show de catch que tu vas rentabiliser une tenue pour Maudino, tu vois? Donc Clairement c'est pas. tout ce truc-là, en fait, tu dois le rentabiliser, donc il y a vraiment du sacrifice et sans compter, hem, tu sais, les gens qui sont en formation. Il y a Mmh. beaucoup de catcheurs, qui, font en plus d'être inscrits dans des écoles de catch, font des stages, des séminaires pour pouvoir, crafter leur art et cetera et c'est sans garantie
qu'ils aient une opportunité en fait de briller sur une scène derrière. Genre, il y a une jeune catcheuse qui s'appelle Mélusine Oui. qui s'entraîne partout en France, partout depuis 3 ans. Je la vois à tous les stages, tous les séminaires, etc. C'est seulement là, depuis un mois ou deux, qu'il y a des structures qui commencent à la prendre pour catcher. Et je me dis, tous les sacrifices qu'elle a fait. Changer de boulot, changer de truc, changer de région, changer de. Et c'est qu'une partie émergée de l'iceberg. À l'APC, aujourd'hui, vu que c'est un petit peu le centre d'entraînement le plus haut de France, il y a beaucoup de gens, beaucoup de catcheurs qui euh, se rapprochent de Paris pour aller faire leurs études, se mettent des fois en situation de précarité ou trouvent des solutions pour faire des colocs, etc., pour se dire, OK, mon rêve, c'est de partir sur le catch et je sacrifie quand même pas mal de choses pour essayer d'y arriver, tu vois. Ouais, ouais. J'abandonne ma famille, ma copine, machin, tu vois, et ils partent là-dessus. Moi-même, quand j'étais élève catcheur en 2007, j'ai pas d'excuse. L'école de catch, elle est à 15 minutes de chez, même pas 10 minutes de chez moi en voiture. Ah ouais. Oui, J'ai oui. cette chance. Tous les gens qui sont dans l'école de catch avec moi, ils venaient de Cherbourg, ils venaient de Strasbourg, ils venaient de Metz, ils venaient de Paris pour certains. Il y en a plein qui avaient déménagé, qui avaient quitté leur fief pour se trouver, tu vois, un pôle d'études en région lilloise pour se dire, bah, vu que c'est la seule école de catch qu'on connaît, Ouais, et voilà. vu les opportunités qu'elle peut donner, vu qu'ils font venir, à l'époque, la structure où j'étais, elle faisait des fois venir des noms importants du circuit, genre Brett Danielson, il est venu catcher en France. Enfin, voilà, tu vois, Ouais, il c'est y des a. sacrés gros noms. Ah ouais, 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 j'ai partagé un vestiaire avec Brett Danielson à l'époque, c'était fou, tu vois. Te Tu nous dire, quand parlais tu vois. aussi t'as parlé aussi d'une anecdote que t'as vue avec, je crois, Drake Maverick et Gunther aussi, il me semblait. Oui, le vestiaire en 2010, ouais, ouais, il y a des after shows qui étaient un peu amusantes, tu vois. Ouais, ouais. Il y a cet after show, et ce show-là, il est rigolo en 2010 parce que Et Gunther en normalement, il y a. 2010, c'est pas Cheveux Verts ou un truc comme ça? Non, c'est 2007, les cheveux 2016, c'est verts. juste C'est avant, OK. uniquement sur sa tournée quand il était au Japon et c'est vraiment. En fait, ça marque les gens, mais c'est pas du tout notable par rapport à Ouais. qu'il a fait en Europe. En 2010, je me souviens toujours, il y a un week-end où il y a normalement 2 shows de catch prévus en plein mois d'août en Belgique. Et sur la carte, il y a genre, sur le week-end, il y a El Generico, donc Sami Zayn, Oui. Gunther, donc Walter, Drake Maverick, donc qui était à l'époque Rockstar Spud. Mmh. Il y a Zack Taylor Jr. qui est là aussi sur ce show. Oh le Bon, nom! parmi les noms, tu Oh vois, les noms! prestigieux, tu vois. Et du samedi, il y a un show qui se fait devant à peu près 600 personnes. Ils peuvent mettre beaucoup plus dans cette salle. On peut mettre 900, 1000 personnes, mais il n'y a que 600 personnes. Malgré la com, etc., malgré le prestige des noms, c'est pas rempli. Et du dimanche, alors, il faut savoir, il fait très chaud. On est en plein été et on est en plein milieu de la Coupe du Monde. Du dimanche, il n'y a que 20 personnes qui viennent pour le show. 20. Ils ont annulé le show. Oh, Et c'est les catcheurs, moche. en vu d'Allemands et d'Anglais, en fait, ils se sont posés, ils ont regardé le match de foot de la Coupe du Monde. Parce qu'il y avait Allemagne-Angleterre. Ouais, bah, oui. Donc même les catcheurs, ils disaient, bon, bah, s'il n'y a personne, on regarde Allemagne-Angleterre, etc. Donc il y a eu un after où j'ai passé un moment à regarder le match avec eux, tout ça, quoi. Puis surtout en 2010, vu de la tronche de la coupe du monde de la France, vraiment, vous auriez pu venir les gars, quoi. Mais alors, le show était en Belgique. Ah oui. Enfin, pareil, la Belgique, c'est Et, pas fou non plus, et hein. les noms que je te donne, et il n'y a que 20 personnes qui viennent. C'est chaud. Après aussi, maintenant, aujourd'hui, vu leur popularité maintenant, c'est encore plus impressionnant, tu vois. Mais Ils étaient populaires déjà à bah oui, l'époque, en déjà à fait. l'époque, ouais, c'est ça qui est fou. C'est ça le truc, c'est comment tu peux les vendre, en fait. Comment tu peux les rendre populaires. Tu sais, tous ces petits détails-là, me dire, putain, c'est quand même fou, quoi. Il y a, même à l'époque, tu vois, il y avait Joey Legend, un catcheur Oui. canadien qui vivait en Allemagne, qui est passé par WWE de manière pas notable. C'était un jobber dans les années 2000. Même, il est resté qu'une année, il a fait un peu de TNA derrière. Mais ce mec-là, il est d'une importance capitale, je trouve, Joey Legend, parce que c'est le mentor de Edge et Christian. J'ai pas besoin, je pense qu'on n'a pas besoin de préciser qui sont On n'a Edge pas et besoin de Christian, je pense que préciser, les voilà. gens l'ont. Edge, Christian, Rhino et Joey Legend, ils forment un clan à l'époque, c'est Sex and Violence sur le circuit canadien. Mhm. Ça bouge, etc. Mais Joey Legend, en fait, c'est quand même quelqu'un, c'est un nom important, en fait. C'est pas un inconnu. Mais en fait, pour certains fans un peu puristes, etc., accoutumés du truc, ils savent qui c'est. Plein de gens, en fait, bah, Euh, pourquoi on irait tirer ce gars-là? Qui c'est? Mais s'il n'y a pas, en fait, quelqu'un pour leur présenter, bah, ce gars-là, pourquoi il est important? Parce que bah, s'il n'y a pas lui, il n'y a peut-être pas Edge et Christian.
il y a peut-être pas ça, il y a peut-être pas ça. Donc tu donnes l'intérêt aux gens, en fait. Mais quelle plateforme on a pour donner cet intérêt aux gens? Ouais, bah, oui. Bah, c'est moi 2014, 2015, 2016, moi sur YouTube, quand on démarre, C'est ça le Catch FM, donc que Rudy de Kaiser de Catch FM, il m'appelle, il me dit: «Ouais, j'aimerais bien lancer une émission de radio sur le catch», parce qu'il faisait un truc en 2010-2011. Moi, je lui ai dit: «OK, mais je veux parler de catch japonais, je veux parler de catch indépendant, je veux profiter que ça soit une émission catch Tu veux carte pour blanche. essayer de donner envie aux gens de ne pas regarder que WWE». Mmh. Leur dire: «OK, il y a, des noms sur la scène anglo le circuit UK à ce moment-là, il est incroyable». Le Oui. circuit UK, c'est l'avènement, tu vois, de petit à petit des Pete Dunne, des Tyler Bate, hem, bah, il y a Zack Sabre Junior encore, voilà. Will Ospreay, non? Will Ospreay, Mark Andrews, tout ça, tu vois? Tous les gens qui vont Mmh. être pillés finalement pour aller, du côté de WWE bien après. Mais en fait, suivre leur évolution à ce moment-là, c'était incroyablement cool. Et WWE va commencer aussi à ramener des noms de cette scène-là, parce qu'ils vont faire le Cruiserweight Classic, ils vont faire, WWE, le tournoi UK. Ouais. Donc en fait, pré-shot un petit peu. Les gens arrivent en se disant: «Ouais, c'est pas des inconnus, Suri, il en a parlé, donc Pete Dunne, ils savent qui c'est», tu vois? Mmh mh. Quand il y a tout le truc du WWE UK, moi, je sais que ma commu, elle sait très bien qui est Pete Dunne. Je joue à TEW, EWR, c'est pas pour signer des anciens WWE. C'est pour vous montrer: «OK, il y a un gars, il s'appelle Ricochet, il fait ça. Il y a un mec qui s'appelle Will Ospreay, il fait ça. Il y a Kenny Omega, c'est lui». Mmh. Enfin, en fait, donner la curiosité aux gens de se dire: «Tu sais, il y a d'autres trucs et potentiellement ces noms-là, vu que c'est des gens du circuit indépendant, si tu les ramènes en France, tu peux les trademark. Mais Les oui. tu peux te dire: «OK, je vous en ai parlé au fait de ce gars-là sur ma chaîne et cetera, tu sais, et j'ai présenté un petit peu son parcours, ou à l'époque à 3CFM, on en a parlé. Tu imagines aujourd'hui, il vient catcher en France, c'est incroyable». Mmh. Non, ouais, Ça, c'est d'ouvrir le monde aux gens. c'est bien sûr, Mais parce oui. que, bah, l'expérience catch, c'est quand même un truc de curiosité, de style, enfin, voilà, il y a des personnages partout, il y a des trucs trop cool. Mmh. Donc C'est clair. c'était ça le but. Mais non, c'est La télé, impressionnant. c'était ça. Et là, aujourd'hui, je suis très content parce que, bah, maintenant, c'est plus des stars internationales seulement. Il y a les stars de France, quoi. Ouais, c'est ça. Kouro, Monsieur Hype, Ricky Sosa, bon, il est belge. Ricky Sosa, c'est cool. Aigle Blanc, c'est cool. Les Petites Idolâtries, c'est cool. Il y a plein de choses cool. Jacob Vadok, c'est cool. Les gens vont s'intéresser de ce fait à ce qui se passe en France. Donc, avant, on avait à la limite besoin à chaque fois qu'il y ait des grosses stars, mais des gens Maintenant là même vont plus, hein. prendre place pour se dire: «OK, on va voir un tournoi là, il y a le Shokao, des 28 février et 1er mars où je serai, ça sera streamé en direct sur ma chaîne, Twitch, sur i316, Ouais. samedi soir à 20h et dimanche à 18h. Venez, C'est pour couronner le venez. premier Et champion, c'est ça, non? pour couronner le premier champion, c'est Ouais. un tournoi dans lequel, bah, il y a Kuro, il y a Ricky Sosa, il y a Thiago Montero, il y a TLB. Il y a que là des phénomènes de la scène, francophone. Et ils sont Le show, super il y a forts. un sold-out rapidement. Bah, ouais, ils sont tous super forts. Et je suis cool parce que ça, c'est plus confidentiel, en fait. C'est accessible gratuitement. Vous pouvez suivre l'événement en direct. Il sera retransmis derrière gratuitement sur YouTube en VOD, mais vous pouvez venir voir ça gratuitement. Venez, il y a plus d'excuses, en Et fait. l'ambiance va être incroyable, hein. Ne serait-ce que La je pense que ton Ouais, chat, ça va être fou, mais je pense que là-bas, tu vas être sur place, ça va être n'importe quoi. ouais, ouais, c'est pas les grandes salles, hein, c'est des salles de 200 places, tu vois? Ouais, mais des fois, tu C'est pas pas besoin de ça, tu besoin de 10 personnes et tu fais un public de fou, hein, parfois, hein. il y a des shows de catch qui se font devant personne. Des fois, ils arrivent à créer une atmosphère, une ambiance, Bah je oui, sais pas comment ils font, quoi. vraiment, c'est Mais là, oui, non, ça fait du bruit de fou, c'est des ambiances un peu confidentielles. Bon, faut savoir aussi, si en France, on fait des fois des salles de 200 personnes en région parisienne, c'est pas parce qu'on attire pas plus de gens, en fait. C'est parce que la location des salles en région parisienne, ça coûte ça cher, coûte très, très cher. très, très cher. Et les Parisiens, en fait, si c'est pas à portée d'un métro, ils bougent pas. Ouais. Mmh. Ils bougent pas. Genre, si tu dans le 91, c'est mort, tu vois? C'est beaucoup trop loin. Bah, je peux faire le Donc parallèle avec la FAPW, bah, vraiment la salle dans laquelle ils évoluent, c'est littéralement à la sortie d'un arrêt de tram. À côté de l'université où j'étais d'ailleurs, où la radio est d'ailleurs, où tu es actuellement Monstury, il y et a ça fait toute la différence. c'est ça. Et ce côté pratique, venez voir du catch à côté de chez vous. Le truc a pas bougé, en fait. Et Mais il y a aussi des gens qui sont déter. Je vois dans le nord de la France, il y a des shows qui font sold out à Bapaume. Bapaume, c'est une ville paumée dans la région aragoise. ouais. Il y a pas de transport en commun, tu vois, pour aller là-bas. Il y a pas un TGV qui s'arrête là. Et pourtant, il y a 700 personnes. À chaque fois, ils mettent des noms de fous. Enfin, il y a des gens qui prennent la bagnole beaucoup plus facilement pour se dire: «On va aller voir du catch, on bouge, ça va».
Région parisienne, en fait, c'est plus compliqué. Mais oui, on pourrait si on avait accès à des plus grandes salles, mais des plus grandes salles, c'est un budget de zinzin. Ouais, ça coûte vraiment la peau du Heu, cul, c'est chaud. le catch français reste accessible. Le ticket, il est aux alentours des 15 à 40 € généralement pour aller voir du catch en France. Ouais, Pour être ouais. basse, 40 €, les plus basses, c'est 15. Tu m'annonces des prix comme ça en 2010, les gens viennent pas. Hein. À l'époque, on fait du 5-10 €. Hein. Oui. Bah oui, mais c'est aussi Ah, parce que la popularité a monté que tu peux, voilà, ça aide. voilà, et puis, bah voilà, comme je dis toujours, les fans de catch d'aujourd'hui, c'est la génération NT1 avec du pouvoir d'achat. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, je l'ai dit ça à France Inter. France Inter, ils ont retenu que ça. BFM, pareil. Ouais, ouais, Ah ouais, mais ah ouais! la génération NT1 avec du pouvoir d'achat. Mais c'est exactement ça, en fait. Les fans qui viennent nous voir aujourd'hui ou ceux qui se sont réinvestis ou qui ont même créé des choses, qui ont créé des structures. Pour certains, ils ont créé carrément des structures de catch. Ouais, ouais. C'est Vous venez tous à peu près de la même période, cette période génération NT1 où le catch était hyper accessible. Puis en effet, comme toi, en 2013, les gens se sont sentis isolés. Ils ont voulu faire revivre la magie et on en est là aujourd'hui, tu vois, en 2026. Et ça fait du bien, hein. Évidemment que c'est très cool. Ouais, ouais. Mais tiens, j'aime bien tu as parlé d'un groupe, tu as parlé d'idolâtrie. Yep. J'ai une petite question, voilà, je t'avais dit qu'il y avait des questions qui allaient popper comme ça. J'ai une question, je sais pas si ça te dit quelque chose. Nate Prince, ça te dit un truc? Ça me dit un truc? Je crois. Il voulait te demander si tu Non. voudrais faire un jour un match tag avec lui. Il m'a demandé ça quand? Non, c'est à moi. En fait, j'ai demandé à Nate, est-ce que tu as envie de Ouais. poser une question à Sturi? Et il t'a posé cette question-là? Il m'a dit de te demander si tu voulais un jour faire un match tag avec lui, avec ton fils. Ah, mais ce serait, alors, je te cache pas, évidemment, ce serait un rêve. Ce serait un rêve de partager le ring avec lui en équipe. Ce Incroyable. serait Mais par énorme. contre, et bien sûr que ce serait énorme, mais il part avec un sacré handicap, hein. Parce qu'il y a 2 choses. Déjà, j'ai plus le niveau et de Alors ça, 2, j'ai vu des images passer. Ça, je suis pas sûr. moi, je le sais plus que vous parce que Oui, je bien vis sûr. moi-même dans mon corps. Bien Je vis sûr, bien moi-même sûr. dans mon Donc il y a ça et de 2, je vais être chiant, hein, je vais être pénible, hein. T'es le Parce que, bah, perfectionniste, oui, toi. je vais chercher ah, bah, attends, il y a le plus gros regret que j'ai dans ma carrière de catcheur, c'est que j'ai pas remporté de championnat. J'ai pas eu ce plaisir. J'ai fait des trucs que des gens rêveraient de faire, genre j'ai fait je sais pas combien de heel turn. Et en fait, il y a une Madeleine de Proust. J'ai eu de la chance de vivre des chouettes heel turn Plus de dans ma carrière. Ah, j'en ai fait pas mal. Mais j'ai eu cette chance de pouvoir trahir les gens et voir dans leurs yeux, tu vois, la déception de la trahison. C'est très Il y sadique en dit a comme eu, ça, mais je vois où tu veux aller. Vas-y, vas-y. voilà, il y a une fois en 2012, c'était un peu cool à Paris Manga où je trahis mon rival de longue date après avoir fait un match contre lui, il m'a battu, je lui serre la main et le lendemain on fait équipe et je le Ouais. trahis à la fin. Et je le trahis pour redevenir un salopard. Donc ça, tu vois, c'est des petits trucs, c'est plaisant en fait de tourner sur quelqu'un. Faire un turn, c'est un peu plaisant. On se rend pas Le compte. plus chouette que j'ai fait, c'était à l'époque à Westcatch. À Westcatch, je suis présentateur, etc. Et là, tu sais, je suis bien sous tout rapport, je suis gentil, et puis surtout, je trahis les fans pour m'allier à une personne qui est totalement, radicalement opposée à mes valeurs. Tu vois. Euh, Voir quand même cette réaction des gens et avoir un sourire sadique derrière, oui, c'est une sensation qui est beaucoup trop chouette. Bah, bien sûr. Et trahir, c'est tellement tentant. Dans le catch, notamment. Bon, on va pas faire passer Mais ce passage à Nate. Je plaisante. soulever, lui jamais, mais attends, c'est le Bien sûr, sang, hein. c'est vrai. Le sang. Mais soulever un titre, je l'ai fait une fois, mais ça sera pas notable. Et puis, c'est dans aucun livre d'histoire. J'ai soulevé le titre à Bagnera du bar de la Lucha Libre. J'étais leur champion féminin à un moment. Hein? Ah ouais, Ouais, d'accord. ouais, voilà. Mais tu vois, c'est la Lucha Libre. C'est un bar où on venait expérimenter des choses Hmm. liées avec le catch. On faisait pas vraiment du catch. Bah si, il y avait quand même on se prenait des risques. Mais à un moment, voilà, j'ai eu mon arc Andy Kaufman là-bas, où bah, dans mon personnage de méchant, j'étais un petit peu le misogyne et les gens me détestaient et je mettais les filles en valeur, quoi. Hmm. Ah, c'est rigolo. Donc, à un moment, il a fallu que je devienne champion, tu vois, que j'étais détestable. J'ai fait un petit peu la storyline Andy Kaufman là-bas. Ouais, ouais, Mais ouais. j'étais champion, mais j'étais championne, en quelque sorte. Mais c'était
Ouais, c'est pas notable. Mais c'est le seul plaisir que j'ai eu à soulever une ceinture. Après, voilà, il n'y a pas eu d'opportunité de soulever d'autres titres. Là, je vois, il y a, tu sais, tous les catcheurs français aujourd'hui, j'ai l'impression ils ont des titres assez facilement. Il y a beaucoup de ceintures, il y a beaucoup de structures. Oui. Moi, tu vois, là, j'ai un titre, je suis champion APC, mais j'ai dû le voler, quoi. Je le répète pas, hein. Non, 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 ça ne passera pas du Et, tout dans une et radio, bon, bref. ils m'ont laissé prendre le titre à l'APC, c'est leur ancienne ceinture qu'ils allaient jeter à la poubelle. J'ai fait, oh, vous pouvez me la laisser et tout. J'ai tout dit, ils me volent et tout. Et de temps en temps, ils me laissent venir avec la ceinture. Donc, c'est un peu. Mais je l'ai pas gagné. Je sais bien que je l'ai pas gagné. Je sais bien que j'ai pas battu quelqu'un 1, 2, 3 pour la gagner. Mais tu voulais ce plaisir. Bah, en fait, c'est dur de décrocher. Bah, bien sûr, C'est dur de décrocher. quand t'es mort du monde. Quand j'ai arrêté en 2013 et que j'ai eu l'opportunité en 2019 de me regreffer un programme pour faire un petit comeback sur le ring, parce que bah, créativement, j'avais un petit mot à dire sur ce qui allait se passer. J'ai été tenté, je l'ai fait. Ouais, Juste pour le plaisir, en fait, de refaire une entrée, de refaire un truc. Alors, je mets même pas un coup pendant tout le match, je me fais défoncer la gueule, parce que je suis méchant. En Bretagne, j'étais méchant. Mais t'es tenté fatalement. bah, ouais. C'est plus fort que toi. Tu as toujours fatalement envie de revenir et de prendre un peu de lumière, ce genre de choses-là. Là, aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup plus de maturité. Je veux bien aider, mais dans ce cas-là, il faut que ça aide quelqu'un derrière. Il faut que ça puisse bâtir quelqu'un. Ouais, Il faut que ça puisse donner une opportunité d'arriver à quelque chose de profitable pour quelqu'un et pas juste pour moi. C'est pas le catch, en fait, il y a une manière de voir les choses de manière un peu désintéressée. Il faut être un peu désintéressé, bien sûr, tu as tes propres intérêts, mais je suis beaucoup plus désormais convaincu que c'est l'effort collectif, en fait, qui nous fait avancer et pas les individualités. ouais. Bah, c'est en plus, moi, concrètement, je trouve que c'est ce qui se passe, bah, évidemment, au-delà de vos liens de parenté, c'est ce qui se passe justement avec Nate aussi, qui est en train de prendre une cote, assez folle aussi, avec Idolâtrie, où, vraiment, c'est une super équipe, hein. Il est venu me voir, il m'a dit, il y a 3 ans, c'était un élève, hein. Mmh. C'était un élève de l'APC, tu sais, il était en renfort, il donnait un coup de main, staff, tu vois, sur un show de catch, dans le nord de la France. Donc en fait, je rencontre un petit peu tous les élèves, là, tout ça. Je fais, ouais, bonjour, enchanté. Tu vois, moi, je suis toujours content, je vois la nouvelle génération. Puis je suis un peu flatté, je vais taire les noms, mais il y en a quelques-uns qui m'ont dit, ouais, bah, c'est parce que tu parlais de catch sur YouTube, tout ça, que on a suivi une école à Nanterre et on est devenu catcheur. Enfin, on prenait notre apprentissage. Aujourd'hui, ils sont champions d'Europe. Euh, ah merde, du coup, je suis Merde, trahi. Comment il va, Elie Gordo? Euh, tu glissé, tu mais glissé. non, je l'ai laissé en vue. Il m'a envoyé un message, je sais plus, en 2019. Je l'ai laissé en vue. C'est J'ai moche. jamais répondu. Ouais, je vois. Ouais, on a une backstory déjà avec lui. Et ouais, Nathanaël, il vient me voir et il me dit, ah, en fait, bon, il me fait, ouais, moi, je regarde pas trop tes trucs sur YouTube, tout ça. Tu sais, il fait un peu le mec désintéressé, mais il me dit un nom, il me donne le nom de quelqu'un. Et je fais, bah ouais, bah ouais, je la connais, en fait. Tu sais, il me donne le nom d'une femme, parce que je suppose que c'est une femme depuis le temps. Moi, je suis vieux quand même. Et je fais, ouais, je la connais, mais comment tu la connais? Mais il me dit rien, il se barre. En fait, il vient vraiment, tu sais, tu vois un petit peu cette situation où tu as quelqu'un qui vient te voir, il te pose une question, puis dès que tu lui réponds, en fait, il tourne les talons, il part, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est un peu le truc de série, tu sais, cliché. Lui avoir répondu oui, je me suis dit, j'ai dit une connerie, je l'ai vexé, donc je vais voir ses potes. Et je fais, pourquoi il m'a parlé de. Et ils me font, ben, tu connais son nom de famille? Je fais, non, ben, c'est sa mère. Je fais, what? En fait, là, j'ai eu un blackout. Ouais, Comme, et j'ai eu un réflexe. J'ai fait un calcul dans ma tête. Et voilà, quoi. ça part de là. Et donc, il y a eu des semaines compliquées, en fait. Il y a eu des longs silences. Il y a eu, beau- il y a eu un moment où c'était compliqué, en fait, parce que lui était fort timide, un peu détaché, un peu dans son truc. Et moi, j'étais un peu étonné de la situation, parce qu'en plus de ça, c'est quelqu'un qui j'ai plus du tout de contact. Et voilà. Et voilà. Donc, on a gardé un peu ça pour nous. Bon, les gens ont fini par un peu le savoir. Parce que bah, dans un vestiaire de catch, évidemment, tout parle et de ce fait, ça a contaminé les fans. Donc à Oui, la voilà, PC ou ça même fait au petit à petit, endroit, quoi. tu sais, j'en parle, je vois Nate catcher à tel endroit. Il faut fatalement que le commentateur qui soit à côté de moi, il me dise, ah, il paraît que c'est votre fils et tout. Mais on sait pas, quoi. Moi, jusqu'à ce qui s'est passé là en début d'année. Oui, voilà, bien sûr. Voilà.
Mais on sait pas. Moi, j'ai fait le test de paternité, j'ai pas regardé les résultats. Lui, avec le temps et la maturité, il s'est dit je pense que j'ai pas besoin de connaître les résultats, en fait. Je veux juste savoir si c'est vrai, si c'est authentique. Ouais, En fait, est-ce qu'il y a un vrai sentiment derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose de sincère? Parce que tu peux être le père biologique de quelqu'un et t'en foutre, en fait. Tu sais, il y a une, c'est un phénomène qui touche des gens, ça. bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, il y a une complicité, il y a quelque chose d'assez fort. Je vais être sincère avec toi, hein, dans le catch en France, à part quand je vois les gens sur les shows, j'ai assez peu d'interactions. On est rarement en DM avec les autres workers en France. Oui, oui. Je suis très Nate, c'est le seul. C'est un des seuls avec qui, j'échange en DM et tu sais, je demande des nouvelles régulièrement, alors comment ça va? Ben oui, comme papa fier, Ah, voilà. mais c'est vraiment le seul. Il y a un truc spécial, en fait. Ouais, il y a un lien, il y a quelque chose. D'ailleurs, il dit lui Ouais, d'ailleurs que ce match-là, justement, où il y a eu cette révélation, ce suspense, que c'est ouais. l'un de ses matchs préférés ever qu'il a fait. Bah, ouais, bah, je peux comprendre, en fait, parce que il a affronté Thiago Montero, qu'il avait un peu vu comme, bah, l'un de ses mentors, en fait, quand il a commencé à l'APC. Mmh. Il s'est très vite rangé derrière lui. Je peux comprendre tout à fait, pourquoi il a fait ça. Parce que quand tu démarres dans le catch, tu cherches souvent des repères, en fait, des gens qui pourraient t'aider à t'élever. Après, il s'est rendu compte aussi de la toxicité du type, Bien sûr. donc voilà, il fallait s'en émanciper, définitivement. Et ouais, c'était un symbole fort. Ouais, c'était un C'était bon cool, moment. c'était cool. Non, Ouais, vraiment. les émotions étaient fortes. Tu t'attends pas à vivre des émotions comme ça même quand tu arrives dans le milieu. Il y a des trucs qui vont t'émouvoir. Moi, il y a des catcheurs en France, il y a certaines histoires qui m'ont vraiment fait pleurer. Des fois, ça peut être des trucs banals, hein. Mais de voir des fois des catcheurs soulever leur premier championnat alors que C'est quelques beau. années avant, personne voulait d'eux, en fait. Mmh. Là, Jacob Vadok, quand il a commencé dans le catch, moi, je me souviens que c'était un gamin, il galérait à se faire booker. Le mec vivait en Lorraine. Il a déménagé à Rennes parce qu'il y a une structure qui s'est ouverte là-bas en se disant, ouais, elle va faire des shows régulièrement. C'est l'occasion pour moi d'essayer d'avoir des bookings régulièrement. Et en 2021, quand je vais pour la première fois chez Rix, Mmh. Jacob Vadok, en fait, je le rencontre pour la première fois. Je sais très bien qui c'est parce qu'il y a d'autres catcheurs qui m'ont dit du bien. Mais c'est le gars qui balaye, en fait, il balaye la salle. Et il surveille, il fait attention, enfin, Ouais. Et là, il y a un millier de personnes qui le voient soulever son titre et qui est derrière lui aujourd'hui dans les salles. C'est devenu une petite attraction dans le nord de la France. puis c'est réinventé aussi, c'était beau, hein. Il s'est réinventé. Enfin, ouais, quand je vois le parcours de certains, les sacrifices qu'ils ont fait pour en arriver là, Je évidemment que je suis ému. Évidemment que je vais verser une larme. Quand je vois, bah, tu vois, là, on parlait de l'APC, on parlait d'idolâtrie. Mmh. Quand je vois Leon Slater, Ah oui, qui est le prodige anglais, qui bat Kuro et derrière, il fait au petit Josh T, la prochaine fois que je reviendrai, ça sera pour toi, là, le petit, là, de 18, 19 ans. mmh. Et que je vois ses potes, donc je vois Nathanaël, je vois Erin, tu vois, en pleurs. Parce qu'en fait, c'est trop bien ce qu'il leur a Bah oui, appris, c'est c'est trop trop cool. cool. Voir un nom aussi important qui vient valider le truc en disant vas-y, on s'affronte la prochaine fois. Bah ouais, en fait, les émotions, elles sont là, elles sont vraies, elles sont sincères. Il y a beaucoup de choses qui disent le catch, tu vois, c'est du vrai, c'est du faux, c'est du chiqué, les émotions, elles sont vraies. Ouais, Ce qu'on vit au fond de nous, ce que le public, des fois, on le ressent vivre, c'est vrai. J'ai reçu des messages, hein. Le truc avec Nate, il y c'est a des gens qui m'ont confié que, tu vois, c'est des gens qui n'ont pas connu leurs parents, ouais. qui Oui, c'est parce m'ont que c'est des confié sujets profonds quand même, mine de rien, c'est des profonds, en fait. ah, Des sujets plus. Et si, en fait, par le catch, on peut vous transmettre ce genre d'émotions-là, pourquoi on s'en priverait, en fait? Pourquoi allez, on y va, quoi. bah oui, c'est vraiment en plus, c'est le Racontons vecteur parfait, quoi. racontons nos histoires, quoi. C'est ça. On a beaucoup de catcheurs, au vu des sacrifices qu'ils font, ils ont des histoires incroyables à raconter. Et je pense qu'encore une fois, je pense le souligner, c'est important. On se rend surtout pas compte qu'à quel point, effectivement, les catcheurs, tous ceux qui montent sur un ring, mettent vraiment leur vie en jeu, figurativement, littéralement. Je pense qu'on se rend aussi pas compte de ça, quoi. Encore pas assez. Qu'on le banalise. On le banalise beaucoup et encore une fois, j'ai beaucoup insisté sur tous les sacrifices. Voilà. C'est vraiment à prendre en compte. C'est vraiment très chaud. Sturi, je Oui, pourrais parler des heures avec toi.
Heu, Aïe, aïe, aïe. Vas-y. j'ai une dernière grosse question avant de passer aux petites questions rapides pour, voilà, pour, juste, apprendre un peu plus à te connaître, mais sur d'autres petits sujets. C'est une grande question, qui est du coup, comme j'avais expliqué un petit peu avant, j'ai, mon meilleur ami du coup, qui s'appelle Nicolas, qu'on embrasse, qui était là aussi pour l'interview qu'on a fait avec Norbert Feuillant récemment, que j'ai mis dans le catch et il voulait, te poser une question. Heu, c'est dans l'état actuel des plus grosses compagnies, on va, je pense, prendre en premier lieu la WWE, l'AEW et la New Japan, comment est-ce que tu vois leur futur? Enfin, là, c'est vaste, là. Ça, c'est une grosse question, c'est une question C'est plutôt vaste. vaste, ouais. Moi, je pense que le futur, ça va. Tu sais, le futur, il y aura un futur. Bien sûr, déjà. Voilà. Tu sais, personne va fermer boutique. Non, je pense pas. Non, voilà, donc non, mais tant mieux qu'ils continuent de proposer ce qu'ils proposent, leur talent, tout ça. Il y a des cycles, hein. Surtout quand tu es à la télévision américaine. New Japan, je m'inquiète pas, parce que New Japan, même si là, ils sont dans un cycle où ils doivent se reconstruire, ils doivent reconstruire un petit peu leur tête d'affiche parce que bah, il y a beaucoup de catcheurs évidemment qui ont été réclamés, qui partent vers d'autres structures aux Il y en a États-Unis, plein qui d'autres s'en font structures. là. Là, il y a beaucoup de gens qui partent, mais New Japan en fait a survécu à tellement d'épreuves et New Japan est rentable. Je m'inquiète pas trop en fait. Oui. Ce que je suis très très près, c'est le buzz là que prend de plus en plus le Joshi Puroresu. Ça, je suis très heureux de voir que le catch féminin japonais est Stardom, on en train pense de à eux. devenir vraiment très fort. Stardom, c'est vraiment très cool. Il y a plein d'autres structures hein, où c'est vraiment très très cool. Donc Mmh. c'est très prometteur pour la suite. WWE et AEW, vu que c'est un système qui est radicalement différent dans la manière de produire des shows, à savoir, eux, ils doivent compter principalement sur des diffuseurs Mmh. Ouais, c'est pour cyclique leur en gros. weekly. Oui, il y a cette espèce de cycle. Tu sais, il y a toujours des gens qui posent la question, mais comment le catch japonais, c'est quoi l'équivalent de Raw, de SmackDown du catch japonais? En fait, il y en a pas, quoi. Ouais, C'est le Japon, c'est un principe de tournée, en fait. Il y a un gros show, on va dire, un équivalent d'un pay-per-view, d'un premium live event, comme tu veux. En fait, il y a un gros événement et il y a des shows qui sont organisés pour amener à ce gros événement. Voilà. Et le planning, bah, tu le découvres en fonction de la tournée, des disponibilités des salles, de quand ça sera et c'est diffusé en direct sur la plateforme NJPW World. Voilà. Mais il n'y a pas 2 heures de catch tous les lundis soirs mmh, ou tous les mercredis soirs. C'est le catch au Japon, c'est aléatoire. Et des fois, il y a New Japan, c'est ce que j'aime bien aussi. Des fois, il n'y a plus de catch pendant un mois. Mais c'est bien parce que ça te permet de souffler un petit peu, de t'aérer, d'aller découvrir d'autres trucs, tout ça. Et même pour les workers, c'est une bonne chose des fois de oui, pouvoir avoir d'avoir une une pause. période off pour se ressourcer, se remettre en bonne condition physique, profiter un petit peu de la famille, prendre des vacances, tout ça, c'est bien. Quand tu es sur la route H24 du côté de WWE ou de l'Elite Wrestling, c'est différent en fait. Bien sûr. Et encore, là, les plannings ont été vachement améliorés par rapport à ça il y a quelques années. AEW, WWE, c'est cyclique en fait. Il y aura toujours des histoires qui nous passionneront plus que d'autres. Il y aura toujours, en fait, un moment où tu t'en désintéresseras un petit peu. Il y aura toujours c'est toujours un cycle. Tant que les diffuseurs sont là, tant qu'il y a des rentrées d'argent garanties parce que des chaînes de télé payent ou Netflix, hein, les plateformes de streaming d'aujourd'hui payent et que les sponsors payent, eux, ils risquent rien en fait. Oui. C'est des deux structures qui sont en mode bac à sable aujourd'hui. Oui, ils ont vraiment la liberté de faire ce qu'ils veulent, c'est, eux, qu'est-ce qu'ils veulent mettre ou pas, en devant, en C'est de pour ça. C'est bien, c'est pas toujours intéressant. Tu vois, quand tu sais qu'il y a un circuit plus obscur, indépendant, qui, eux, doivent faire beaucoup plus que les grosses machines à la télévision pour essayer de se faire remarquer. ouais, Tu sais, en termes d'affiches, de prise de risque, de prouesse athlétique, ce genre de choses-là, en termes de créativité, en fait, si tu souffres d'un manque de créativité, des fois, quand tu regardes WWE, tu te dis, ouais, ils sont pas inspirés, ce genre de choses-là. Et derrière, en fait, tu vas découvrir des délires comme à Mystery Wrestling, où tu vas découvrir en fait de nouveaux personnages, comme chez PWA en Australie, ou des sensations avec des entrées de fou, là, comme il y a en ce moment en France, et une grosse communion avec le public. Ben, en fait, sois curieux, regarde, quoi. Alors oui, hein, c'est pas le même prisme, c'est pas les mêmes moyens de production que WWE, c'est pas le même argent, c'est pas le même truc. Mais tu sais, ça vit tout le temps. Enfin, moi, dans mon esprit, c'est quelque chose que j'ai intégré depuis des années, en fait. Pour moi, ouais, c'est devenu une routine. De, WWE, c'est plus un amuse-gueule aujourd'hui, tu vois, quand je me dis, ouais, allez, qu'est-ce qui dicte un petit peu tu sais, la pensée globale du catch aujourd'hui? ouais, C'est WWE. Oui, bien évidemment. Évidemment, c'est le truc qui est le plus rayonnant. mais Mais c'est pas le produit qui m'excite le plus, ouais, bien quand sûr tu que non. fan, c'est un peu l'apéritif, quoi.
Ben, en fait, tu t'es informé des tendances. Ouais. Tu sais, c'est important. C'est comme les courants d'art classiques, en fait. C'est comme les courants d'art modernes. Aujourd'hui, la tendance dans le graphisme, c'est le flat art. Donc, tu vois un petit peu toutes les grosses compagnies, tous les gros trucs faire du flat art. Mais à côté de ça, en fait, il y a des précurseurs qui sont déjà en train de développer, tu vois, un nouveau courant, tu vois, en 3 dimensions, ou un nouveau style, où il y a un retour aux sources années 70-80. Tu vois, tu sais, il y a une vague old school, là, un petit peu, là, la Oui, oui. WWE, il y a pas longtemps, où ils ont fait des trucs old school, mais il y avait la NWA, en fait, qui renaissait aussi dans le circuit indépendant et qui donnait cette vibe hyper old school. Parce qu'ils avaient repris les mêmes studios d'enregistrement que dans les années 80, ils avaient recréé les mêmes décors, euh, Même l'affichage était très old school aussi. l'affichage était fort old school. Et ben, en fait, tu vois le mouvement précurseur avant et tu vois le truc arriver. Donc, en fait, ce qui est curieux, ce qui est plus chouette, je trouve, à regarder aujourd'hui, c'est de voir comment l'industrie évolue Mm. et quels sont les besoins et quels sont les potentiels. WWE, après, c'est un immense casting. Il y a un catcheur sur deux qui est recruté parce qu'il est catcheur. Oui, voilà. Maintenant, c'est Ils beaucoup, vont on cherche les athlètes plus que les catcheurs. des athlètes, des profils, des personnalités, des gueules, des physiques. C'est ça, en fait. Tu sais, il y a des catcheurs, ils sont incroyables, ils sont fantastiques. Il y a, tiens, un catcheur que je trouve l'un des plus sous-cotés de la Terre, c'est Titus Alexander. C'est un Merci, je suis catcheur d'accord. américain qui est incroyablement fort. Il est un peu passé du côté de la Noah. Il bourlingue un petit peu à plein d'endroits, mais il a jamais eu de break, ni chez WWE, ni chez TNA, ni chez AEW. Bah, peut-être parce que il est peut-être jugé trop. Alors le terme, il est un peu péjoratif. On parle de cookie cutter. C'est, et en fait, voilà quoi. Il est peut-être pas fait pour la télévision. Il est peut-être pas fait pour exploser sur une plus grosse plateforme. Mais c'est un athlète incroyable, hyper créatif dans ses spots. C'est pas un charisme de fou non plus, tu vois, mais c'est cool de le découvrir. C'est Ouais, cool ouais. de savoir que ce gars existe et est capable de faire ce qu'il fait. Titus Donc, Alexander, faut rechercher. Faut avoir la curiosité aussi, hein. ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bah, ça tombe pas tous. Tu vas avoir au début un mec t'en parler. Il va y avoir une traîne sur les réseaux qui va être courte, tu vois, qui va pas avoir une grosse portée, mais un gars va en parler en disant: putain, j'ai découvert ce gars-là, il est fort. Moi, je me souviens toujours, c'est Cross, un catcheur de Bretagne, Mhm. qui me parle de Tony Deppen. Ouais, je regarde Ah ses oui. ZW, etc. Et ouais, il y a ce gars-là qui vient du Yard, la Tony Deppen, beaucoup trop bonne vibe, beaucoup trop fun. Ok. Bah, de ce fait, je suis curieux, je vais voir un peu c'est qui Tony Deppen, qu'est-ce qu'il fait. Je le vois sur une carte. À un moment, je le vois à la PWG, je le vois chez Pro Wrestling Guerrilla, qui est à l'époque la structure à Los Angeles, voilà, qui fait des affiches de fou. Là, je le vois, premier match, il affronte bah, de ce fait un autre mec que je découvre totalement à l'époque, Jack Cartwheel. Oui. Il fait des roues dans tous les sens, tout ça. Et en fait, je vois le mix des deux, c'est super cool. Et puis, ça change de tous les têtes d'affiche du circuit indépendant que tu vois. Et en fait, bah, c'est un peu ça, tu vois, la curiosité que tu as quand tu découvres un catcheur. Tu vois un match, si tu accroches, bah, après, tu vas sur les réseaux et tu cherches, et j'aimerais voir un autre match de lui. Et j'aimerais voir un autre match de lui. On me demande souvent des fois, quel match tu recommanderas à quelqu'un. Comment tu recommanderas à quelqu'un de s'intéresser au catch. Tu peux prendre n'importe quoi. Regarde un show, même de Raw, même des années 2000, je m'en fous, en fait. Il y aura fatalement, au moins, un personnage qui va te faire accrocher. Et ben, retiens le nom de ce personnage et tape son nom sur YouTube. Et va voir d'autres trucs qu'il a fait. Et peut-être que ce personnage-là, tu vas le voir affronter un autre personnage et ce personnage-là va t'accrocher autant. Mhm. Récemment, j'ai découvert un catcheur qui s'appelle Cecil Nix, qui fait de la comédie de fou là au Canada. Je l'ai découvert parce qu'il y a un autre catcheur canadien qui faisait de la comédie dont je suis amoureux, qui s'appelle Psycho Mike. Je le trouve beaucoup trop fun, beaucoup trop délirant. Mais un jour, Psycho Mike, il affronte Cecil Nix. Et là, je fais, waouh, mais lui aussi, il a l'air d'avoir un univers de fou. Donc, je vais rattraper tout ce qu'a fait Cecil Nix. Et à partir de Cecil Nix, j'en trouve d'autres. Et c'est comme ça, en fait, c'est un embranchement sans fin. Ouais, ouais. Et c'est ça aussi ce qui est bien avec le catch, c'est que vraiment tu peux c'est pour tous les goûts. Tu peux vraiment Et trouver. voilà, évidemment, parce que moi, j'aime tout. Je respecte vraiment quasiment toute forme de catch. Tout va m'intriguer. Tout ce qui va être suscité à engager le public émotionnellement, je vais être curieux. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc, la comédie, le deathmatch, le catch congolais aussi, des fois, j'en parle. Oui, bah alors ça. Ouais, ça me fascine, comment dire, l'engouement du public pour des trucs où les mecs s'envoient des sorts à distance. Les mecs, on dirait des gamins qui jouent à Dragon Ball dans la cour de récré. Des C'est fois, tellement vrai. ils s'envoient des boules de feu. Il n'y a pas de boule, il n'y a pas d'effet, tu vois. Ah, Mais tout moi, le monde y. il y a un match délire qui vraiment, moi, me marquera toujours. C'est Invisible Man contre Invisible Stan. Oui, C'est voilà. Le public joue le jeu, en fait, de faire l'homme invisible contre l'homme invisible. C'est juste la prouesse de l'arbitre qui rend le truc l'arbitre, cool. oui.
le public qui joue le jeu, en fait. Bah Ça, ouais, c'est une découverte de fou. ça me fascine. Vraiment, et c'est pour ça que vraiment c'est pour ça que le catch depuis 4 ans que je suis sur Radio Campus Bordeaux, j'essaie toujours d'en parler, de proposer, de découvrir, etc. Et donc ça fait vraiment trop plaisir de voir qu'on est vraiment dans Mais un très moment riche, aujourd'hui. très, très riche, où aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Tout est accessible. C'est ça, exactement. Vous avez Alors, vous avez YouTube, vous avez tout ce qu'il faut pour regarder. où il y a tout. Là, tu vois, c'est marrant parce que je suis sur TikTok. Ah bah Du voilà, coup, et je vois un peu de ce fait, je découvre un peu la commu TikTok, qui est pas ma commu, il y a beaucoup de fans, voilà, qui me découvrent peut-être par rapport à ça. Et des fois, je vois des gens commenter des choses en disant, ouais, mais tu parles d'autres structures, mais ils sont pas diffusés sur Netflix, on peut pas les voir. Moi, je suis que la WWE parce que c'est sur Netflix. D'accord. Tu ouais, vois, ouais. c'est dommage d'être arrêté à ce point-là, mais ça a été pareil vis-à-vis de la télé. Quand le catch a arrêté d'être diffusé à la télé, tu sais, il y a plein de gens, il y a plein d'orphelins aujourd'hui qui regardaient encore le catch sur AB1. C'est plus diffusé sur AB1. Ils ont Bon, arrêté. le catch. Oui, parce que c'est les habitudes de consommation. Ça Mm. passe à la télé, ça passe plus à la télé. Ça s'est arrêté. Regarde le phénomène de la génération NT1. Ça s'est arrêté en 2013. Bah, les gens sont pas restés, tu vois, à aller fouiller sur Internet ou à aller prendre le câble pour se C'est mettre ça. sur AB1 ou autre. En fait, pour eux, ça s'est arrêté. C'est un peu comme une trend en fait quelque part, En ce fait. qu'on décrit. Et ce qui est même triste, le plus triste, c'est pour Christophe Ajus et Philippe Chéreau, parce que dès lors qu'ils ont été annoncés pour aller chez Zach Nani, chez machin, oh, les souvenirs d'enfance, C'est ça, etc. exactement. On les a accueillis, genre, ils avaient arrêté il y a 10 ans et ils reviennent. J'étais toujours actif. Ils ont jamais arrêté. Et fou, en fait, de voir les commentaires où ils se disent, ah putain, moi, je me souviens et tout, ah, c'était bien le catch. Mais c'est toujours bien, c'est Mais même oui, mieux, en fait. Mais c'est c'est ça qui est ça qui est fou. fou. C'est que vraiment, tu sens que vraiment, tu sais, c'est comme si c'était en hibernation. Mais tu comprends, tu vois, ce phénomène-là Bien sûr, existe vraiment. bien sûr, mais c'est fou. Mais c'est pour ça que moi, je suis content. Là, en 2026, vraiment, tu passes sur YouTube, tu peux tout trouver. Sur Internet, tu peux tout trouver. Et ça fait trop plaisir. Bon, mon cher Sturi, il est temps maintenant de te poser Ok. plusieurs petites questions rapides. Une petite question. Donc, je dois faire des réponses rapides. Oui, voilà, globalement. Alors, fais gaffe. Alors, Je fais gaffe. fais Quoi, il y gaffe. a du danger? Alors, non, il n'y a pas de danger, mais c'est généralement des questions qui ont posé problème à beaucoup de gens. Ok. Voilà. Donc, c'est très, très, très difficile. Donc, fais attention. Ton film préféré? Ah, oh, Ah, tu là, vois? comme ça, il y en a beaucoup, tu vois, qui arrivent en tête. Ah ouais, non, mais ça, c'est le genre de truc, c'est piège, quoi. C'est cruel, hein? Un peu, ouais, j'avoue. Allez, j'en ai trop, je peux pas les départager. Je peux en dire trois. Vas-y. Rien à voir en plus les uns avec les autres. Je vais dire Forrest Gump, Ouais. Terminator 2 Oui. et La classe américaine, le grand Allez. détournement. Allez, c'est parti. Ta série préférée? Ma série C'est préférée. vraiment cruel, hein, je te dis, hein. Vraiment, tu vas pas kiffer, je pense, hein. Ma série préférée, je vais pas faire dans l'originalité. Bah, juste parce que j'étais à fond à chaque fois quand il y avait un nouvel épisode qui sortait. Ouais, je veux dire Game of Thrones. Game of Thrones. Et Très, très bien. encore, ouais, T'as suivi, là, tu peux. les dernières séries, là? Ouais, je regarde un petit peu. Là, il faut que je regarde le. J'aime bien là, ce qu'ils font avec les dragons. Mhm. Mais là, il y a le Chevalier des Sept Royaumes. Ouais, c'est vraiment pas Ouais, mal, hein. J'avais des a regardé- priori au début, mais c'était pas mal. J'ai juste regardé le premier épisode. Je dis rien. Non, après, vraiment, série. En fait, je suis con, j'ai dit Game of Thrones. Je vais parler d'un anime. Je Allez, vais vas-y. dire Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Ah, bien sûr. SNK. Ça, voilà. Ça m'a vraiment mis une sacrée claque. C'est vraiment un truc de fou, en plus, SNK, hein. Ah, c'est bien quand un scénariste, il a une idée, mais il a déjà la fin avant de commencer, en fait. Ouais, Il sait exactement où il va. c'est... Ça, c'est c'est- c'est bien, en fait. Quand un mec a un point de départ, un point d'arrivée, tu vois. Ouais. Et Il sait comparé où il à faut beaucoup, aller, tu sais comment l'amener, c'est maintenant l'adapter, quoi. voilà. C'est comparé à plein de séries télé où on sait d'où on part, mais on va voir si on est reconduit pour une saison plus tard. Donc, C'est on ça. ne sait pas où on va. C'est beaucoup Lost. Ouais, Voilà. ouais, voilà. Par exemple. Alors, c'est une question qui est un peu niche. Alors, j'avoue, je n'ai pas la ref. Il y a quelqu'un, donc l'une des deux questions pièges, qui me demande si on est tous des clones d'Arthur. Ça, c'est une question de Norbert Feuillant. Bonjour Zora, 7h du matin, 8h du matin, je ne sais plus exactement l'heure. C'est une rêve de François Pérusse. Voilà. 10 minutes du peuple, voilà. En étant de la génération Internet des années 2000, c'est vrai qu'on avait tous un peu les délires des 2 minutes du peuple. C'était
c'était un des premiers trucs que tu essayais de trouver sur internet, c'était d'avoir la compile de tous les sketchs des 2 minutes du peuple. Mmh. Et des fois, on parlait, à l'époque, on parlait beaucoup en rêve de ça. Après, il y a eu Camelot, hein. Je pense que beaucoup de gens ont fait des Voilà. trucs, des vannes à rêve de Camelot. Moi, j'ai découvert Camelot très très tard. C'est plus Madame, en fait, quand on s'est mis ensemble, qui m'a initié à l'univers de Camelot. Mais les 2 minutes du peuple, ouais, très très grosse rêve des années 2000 pour ma part. Voilà, et on fait un bisou au passage à Norbert, voilà, qui est auteur Ouais, bien sûr, de cette il est question pas pour mal. toi. Bonjour Hem, Zora. Pardon, je t'ai coupé, tu disais? Oui, je disais bonjour Ah, Zora parce que la bonjour Zora, ref vient de là, tu vois. bien sûr. Ton plat préféré? Ah, c'est compliqué. En Euh, plus, on a fait des poids de France, hein. ouais, non, mais j'aime bien manger en plus de ça. C'est pas la question, mais je vais dire un plat préparé avec amour, quoi. Oh, c'est beau! Ouais. Ouais, je vais pas aller dans, j'ai pas de, tu vois, j'aime à peu près tout. Oh, j'ai un faible pour le fromage, hein, ça c'est mon gros péché mignon, c'est le fromage. Mais ouais, non, bah tout ce qui va être fait un peu avec amour, quoi. Découvrir des trucs à chaque fois, c'est chouette. Ah, c'est cool. J'aime bien découvrir, j'aime bien. Je suis très, en vieillissant, c'est peut-être un truc de vieux. Je suis très, j'aime bien découvrir des restos, tu vois. Mmh. J'ai découvert les restos gastronomiques, donc c'est cher de fou, par contre. Là, depuis peu, mais c'est en vrai, il y a Moi, quelque j'ai chose. Philippe Etchebest à côté de chez moi, j'y suis pas allé encore, hein. Ouais, juste, je sais pas si c'est hyper gastronomique. Je crois que c'est un peu commercial, le truc. C'est pas faux. Ouais, non, j'aime bien les gastro, semi-gastro, tout ça, c'est des trucs. Je commence un petit peu à m'y ouvrir. OK. OK, OK. Est-ce que allez, là, c'est vraiment de la fantaisie, le prochain catcheur français qui s'est signé dans une grosse compagnie? Catcheur ou catcheuse? Alors, si c'est de la fantaisie, je peux répondre à un truc qui n'arrivera peut-être jamais, mais que j'adorerais voir. Allez, vas-y. Si à lui, Oui? Oui, oui. allez. Et tu le verrais où? Je sais pas, je m'en fous. Je veux D'accord. juste qu'il gagne de l'argent avec ce qu'il fait. OK. OK, ça Ah ouais, marche. parce que tu m'as dit signer, donc Non, oui, bien signer, sûr, bien sûr. il gagne de l'argent. Je veux juste qu'il gagne de l'argent, en fait. TLB, je l'ai rencontré pour la première fois parce que j'avais sympathisé avec un groupe de punk hardcore un peu, Mmh. qui Projet 86, qui s'est séparé. Et je me souviens toujours, j'avais été les découvrir sur un concert à Dunkerque, où on était très exactement 3 dans le public. D'accord. Ah Moi, oui, ma mère, d'accord, OK. il n'y avait personne. Vraiment, tu vois, les malheureux. Ouais, ouais. Et parmi les 3, il y a le batteur qui est pote avec Ludivine. Donc, on découvre, donc, qui est ma conjointe. Donc, du coup, on les découvre et je vois leur énergie, il y a de l'humour et tout dans le truc. Le son est catastrophique, mais je me dis, what? Ils ont quand même performé un truc de fou pour 3 personnes. Ouais. C'est dur. L'investissement, le retour sur investissement est terrible. Donc, en fait, j'ai un peu tiep et bah, de ce fait, je partage dans un récap, dans un récap, un Smackdown récap, un récap, je partage une de leurs chansons. Et les gens font, waouh, putain, trop cool, en fait. Ils trouvent le truc plutôt chouette. Bon, c'est une chanson un peu punk. La chanson, c'est humoristique. C'est je suis fier de mon bide à bière, etc. Oh, c'était ça! C'est bon, je fais le lien. Et je sympathise un petit peu avec le gratteux, qui est qui a aimé le catch, en fait, qui regardait le catch à une époque, qui suit un petit peu les univers de YouTube, tout ça. Mmh. Jeff de son nom. Et en fait, il serait chaud pour faire un son pour ces salles catch. Et de ce fait, ils me font un son. Ils font et un, et deux, et Ton seulement deux. générique. Voilà, le générique des récaps. Ils me composent ça, ils me font, ce serait cool qu'on fasse le clip ensemble. On peut trouver voilà, un truc, un ring de catch, des catcheurs en région de Douai, voilà, il y a la CACC. Et on tourne un truc là. Et en fait, sur le tournage, je rencontre TLB, qui est un jeune catcheur, il vient pas de donner marée, mais je sais pas en fait. Je trouve il a, tu sais, j'accroche direct avec. Ouais. C'est bon délire. Et je vois sa tête, je fais, putain, lui, il a un truc. Lui, il a, s'il prend soin de lui, etc. Enfin, je sais pas. Il a, Il a tu ce sais, quelque chose. Il a ce petit quelque chose. avec le temps, tu as un peu un radar pour Ouais. voir les gens qui peuvent avoir facilement le hit factor. Et je me souviendrai toujours, en fait, des années plus tard, il fait un séminaire avec, il y a EC3 qui vient en France, qui fait un séminaire. Et EC3 au séminaire, alors qu'il y a quand même des gens, tu vois, un peu chevronnés au séminaire, il y a des gens avec pas mal d'expérience qui viennent de beaucoup d'endroits d'Europe. EC3, il a des yeux que pour TLB. Il fait, lui, il a. Ah ouais, non, mais en fait, il a sa manière de bouger, etc., la manière de vendre, tu sais, il doit faire quelques petites démos, il fait, ouais, j'ai un truc avec. Donc, Et ouais,
Il le confirme là aujourd'hui parce que c'est clairement le Jeff Hardy de KO Wrestling aujourd'hui. Oui, Le mec dans les cités depuis des balcons, etc. Je suis fasciné. En bah, fait, le son niveau de côté prise de risque, encore une fois, hein, c'est fou. mais d'un autre côté, tu vois, il va faire un match de catch où il va pas faire des prises de risque immenses. Il a eu Michael Oku là en 1v1 à la CACC à Douai, Mhm. 700 personnes dans la salle. Et c'était un banger de match, en fait. Le combat était trop cool. Enfin, l'histoire racontée était chouette. Son selling était super. Enfin, bref. Ouais, il fait partie de légendes là, de cette nouvelle génération. En plus, pas du tout formé à Paris, tu vois. C'est pas un mec qui est de la PC. Il a eu sa série de matchs avec des Aigles Blancs. Mhm. Et comme il est aussi très fin physiquement, il va devoir faire, il le sait, plus d'efforts que n'importe qui pour convaincre les gens les catcheurs. Ouais, ouais. Et Pour que ça vaut le s'affirmer. coup Ouais, ouais. pour s'afficher. Et ça, par exemple, tu vois, il a eu 3 matchs d'affilée contre un catcheur anglais qui s'appelle Connor Mills. Bien sûr, je connais. Connor Mills, il est quand même un peu réputé. Et Connor Mills, la première fois qu'il affronte TLB, il le prend pas au sérieux. Tu sais, bah, s'il se dit, j'affronte ce gars, Ouais, PTTR, c'est qui, quoi? PTDR, tout ça, ok. Donc, mais après, tu vois, tu craves ton art. Le gamin, il se dit, ok, ouais, il est pas mal, on va faire une revanche. Ils font la revanche, ça monte. À la fin, les mecs deviennent super potes, quoi. C'est beau. Vraiment pas Ah ouais, mal. non, mais en fait, c'est parce que en fait, tu prouves que t'appartiens, en fait. Tu prouves que t'es pas là par hasard. C'est ça. T'as pas été choisi par hasard. Tu sais, il y a des mecs, des fois, ils se disent, ouais, tu sais, je suis le promoteur du truc, je me book contre un nom important, etc. Donc, Oui, pour se des fois, mettre en avant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il est avant. mérité? Mais moi, aujourd'hui, je suis trop heureux de voir qu'il y a des catcheurs importants du circuit international. Ils viennent pour mettre en valeur des petits parce que les promoteurs voient un vrai potentiel en eux. Bien sûr. Et ça va faire bouger les choses, en fait. De voir, par exemple, que Despon Xavier, qui a été Wesley, plus long champion nord-américain de NXT, il vient en France pour affronter Eric Lordo, c'est trop cool, en fait. Ouais. Parce que l'expérience, elle va être profitable. Et pour les fans qui soutiennent déjà Eric Lordo, et pour Eric Lordo lui-même, d'affronter, de pouvoir enfin se tester à un mec qui a un Contre un tel vrai client, pédigré, ouais. voilà, qui a un tel pédigré, on va dire, sur le circuit des indies, quoi. Parce que Desmond Xavier, enfin voilà, beaucoup l'ont découvert avec NXT, Et déjà avant, ça bossait, hein. découvert à la PWG à l'époque. Je fais, ouais, chez Mini Ricochet, là, lui, tu sais, il a mis fin, il y a le phénomène Lio Rush qui arrive à ce moment-là. Lio Oui, Rush, oui, oui, bien sûr. 2015, c'est quelque chose, mais ça embraye vite avec Desmond Xavier. Puis après, il va chez Dragon Gate avec Zachary Vance. Et quand ils reviennent, les deux, là, les Rascals, quand ils reviennent de Dragon Gate, waouh, ils amènent quelque chose, hein. Ouais, vraiment, ouais. Un dynamisme et vraiment une Le manière peps de qu'ils bouger amènent, ouais, très, c'est très, fou, hein. ouais, très, très pop de la lucha sous Dragon Gate. Et leurs automatismes, tout ça, c'était hyper intéressant à voir. Et cette expérience glanée au Japon a été profitable de fou, quoi. Ouais, clairement. Et évidemment que ça allait cartonner après derrière. Et Donc, trop bien, en fait, d'avoir ce genre d'expérience-là pour des mecs de notre circuit FR. Beaucoup trop cool. exactement. Allez, je vois l'heure qui coule, Suri. J'ai une Allez, toute dernière question et je te laisse vas-y. partir, c'est promis. C'est une question un petit peu, je vais te mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est la fin du monde. Ok, Voilà. super. Oh Et, euh, non, et tu as la non, pas longtemps. possibilité de mettre sur une clé USB, sur une cassette ou que sais-je, un seul match. Un seul Waouh! match que tu pourrais regarder en boucle, que je sais pas, il y a une connexion émotionnelle avec ce match. Ce serait lequel et pourquoi? C'est là que C'est la tu vois fin la du monde, en balle. fait. Est-ce que je peux le montrer à quelqu'un? Oui, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire, c'est la fin du monde, mais si je le prends, c'est pas pour WAM. Non, pas forcément, ça peut pas Peut-être le forcément faire pour toi. découvrir à d'autres. Bien sûr. Et ben récemment, j'ai vu un match chez Mystery Wrestling Ouais. qui est un World of Sports Entertainment match. Ok. Alors, Mystery Wrestling, il faut savoir, c'est une structure qui est totalement barrée, hein. Donc, c'est arrivé là, il y a pas longtemps, c'est en 2026. Mais en fait, le World of Sports, c'est le catch très technique des années 70-80. C'était l'émission de télévision qui était diffusée en Angleterre, World of Sports. Et c'était les Johnny Saint, tous ces catcheurs-là, Oui, tu oui. vois, hyper, c'est les clés de main, les très techniques. Avec l'arbitre qui va pas au sol, tu vois, pour taper, pour compter 3, tu vois, c'est les arbitres qui restent debout. Oui, oui. One, two, three. Et c'est les matchs en round, en fait. C'est les matchs en round où il faut gagner 2 manches. Enfin, tu vois, c'est très, très codifié, mais il faut savoir, ce catch anglais, à l'époque, il est hyper, comment dire, enfin, il est hyper suivi, en fait.
c'est des grosses cotes d'écoute à l'époque, le catch anglais. Mmh. Et il y a un phénomène qui s'appelle Big Daddy. Il y a, donc lui, il est pas du tout, c'est pas un catcheur technique, c'est juste un gros monsieur très populaire là-bas. Il y a des rumeurs comme quoi la reine d'Angleterre elle-même a des photos de Big Daddy sur sa table de chevet. Et on sait pas, ça a jamais été, on n'a jamais dit que c'était faux, hein. Ça a jamais été démenti d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais voilà, il y a cette popularité, il y a le truc, ok. Et donc ils font donc vu qu'ils sont Mystery Wrestling, ils viennent à Cardiff, ils sont au Pays de Galles, ils font un World of Sports Entertainment match. Donc c'est-à-dire en fait, tu vas mêler le truc qui est le plus pur possible, tu vois, dans la tradition du catch, du chain wrestling, Mmh. avec le sports entertainment de WWE. Le Et joyeux bordel. comme la structure se veut des fois un petit peu satirique sur l'image du monde du catch, Oui. tout ce que tous les clichés du catch américain de la télévision, tout y passe. Les ref bumps, les interventions à la con, les swerves. C'est un peu une satire, en fait. En fait, voilà, c'est-à-dire, il y a un spot que j'adore. Donc, chaque catcheur vient avec un staff. Oui. Parce que le World of Sport, en fait, les catcheurs, ils venaient, il y avait un porteur d'eau, tu vois, pendant les rounds, tu vois, ils donnent des consignes et tout, il y a les coachs. Donc, ils viennent chacun avec un staff. Le staff, ils ont tous les deux un t-shirt du catcheur en question avec leur nom marqué dessus et tout, ok. Et à un moment, en fait, pendant le match, vu que c'est Sports Entertainment, il y a un ref bump. Donc, les mecs s'attaquent. Tu sais, et là, il y a des swerves. Il y a un mec, il enlève son t-shirt et en fait, il est avec l'autre. Ah mince! Ah merde! Et là, l'arbitre revient à lui. Mais l'arbitre, il enlève son t-shirt, mais il est avec l'autre. Là, il y a un mec avec un autre mec qui dit non, moi je prends le maillot d'arbitre, hop, je deviens arbitre. Oh le bordel! En fait, c'est que des conneries du genre. À un moment donné, genre comme il y a un championnat 24/7, il y a un autre match qui commence en même temps que le match World Cup. Oh, faut que je le voie ce match. C'est un bordel sans nom. C'est en effet très second degré. Il y a un public qui est hilar du début jusqu'à la fin. Je pense que ce match a le finish qui m'a le plus fait rire de l'histoire du catch. Donc on le spoil pas. Je ne vais pas le spoiler, mais le finish de ce match, tu vois, en plus, ce qui est bien, je vous ai juste dit Mystery Wrestling, vous savez que c'est à Cardiff, je vous dis même pas quel est le match, vous irez rechercher les trucs. Parmi les deux catcheurs qui sont en compétition, il y a Cecil Nix, le deuxième, je sais plus qui c'est. J'ai parlé de Cecil Nix tout à l'heure. Oui. Et ben voilà, si j'ai envie de sauver quelque chose, parce que c'est la fin du monde, je pense que c'est triste. Et ben si j'ai un fan de catch à qui montrer ça et lui faire partager mon délire du truc, je préférais faire un truc qui amuse les gens, qui les fasse marrer. Donc je sauverais peut-être ce match-là. En plus que j'ai vu récemment. Je dis pas que c'est le meilleur match de tous les temps ou autre. Mais Mais c'est je sais celui-là que que tu choisis. c'est celui-là que je vais choisir. Parce que autant rire, quoi. Autant se marrer. Eh bah, c'est une magnifique réponse, Thury. Alors, je tiens juste à te donner le runtime de cette interview, une Ah, heure oui, quarante. ça va, hein. Ouais, c'est pas la peine. Non, je me Bah, connais, c'est pas la plus longue que j'ai c'est faite. Toi, c'est peut-être ta plus longue. c'est ma plus longue, mais j'ai vraiment pas vu le temps passer. Et c'était un immense plaisir et privilège de t'avoir eu. Merci encore à toi d'avoir accepté de venir pour Radio Campus Bordeaux. Encore une fois, voilà, c'est le fanboy de ce sale catch qui parle. Donc merci beaucoup, purement et simplement. Donc tu as des impératifs, donc je vais te laisser partir. Mais en tout cas, voilà, je te remercie beaucoup d'être venu. Et mesdames et Avec messieurs de Radio Campus Bordeaux, bah, on se dit à très bientôt. Hein, c'est une dernière saison et je finis avec une masterclass. Voilà, tout Let's simplement. go! Allez, merci Suri, salut à tous. Et restez fort, le plus important. Restez fort, exactement, restez fort.